Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha. Aujourd'hui, on parle de la gestion du budget. Surtout quand on est étudiant, on va voir quelles sont les solutions à implémenter au quotidien. On voit ça ensemble. Alors, pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Hugo. Bonjour Hugo. Salut, salut. Alors, qui est donc développeur web et entrepreneur et qui va s'intéresser à la question, ou surtout qui s'est intéressé à la question de la gestion du budget et qui en a même fait une appli, dont tu nous parleras un peu plus tard. Donc, avec Hugo, on va pouvoir parler donc de cette problématique qui est, on va dire, au centre des préoccupations quand on est étudiant et à laquelle de nombreux étudiants sont confrontés quasiment quotidiennement. Donc, c'est la gestion du budget. Et on va voir surtout que les étudiants qui ont peu, voire pas beaucoup de ressources, on a quand même des moyens de gérer son budget au mieux, surtout avec le contexte actuel. Et tu vas nous montrer un certain nombre d'astuces, d'habitudes à implémenter dans notre quotidien et voir comment elles peuvent vraiment nous aider à surmonter certains obstacles, surtout dans la vie étudiante. Alors, on va peut-être commencer par des chiffres, des statistiques, déjà pour un petit peu remettre du contexte. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bien sûr, excellente idée. Alors, on va commencer par le budget mensuel donc des étudiants qui s'élève à peu près à 1 129 € selon l'Observatoire national de la vie étudiante, donc d'après un article du Figaro de mars 2024. Donc 1 129 €, c'est le budget total des étudiants, toutes ressources confondues. Donc que ça vienne des parents, des bourses, de jobs à côté, c'est, on va dire, c'est la moyenne nationale. Et à savoir que dans ces 1 129 €, un étudiant dépense pour ses besoins courants, donc que ce soit le logement, l'alimentation, le transport, 780 €. Donc c'est énorme, enfin, ça quand même, ça prend une grosse partie déjà, est-ce que déjà Ouais. ces chiffres te choquent, te parlent? Ouais, ils paraissent cohérents en fait, ils sont énormes mais malheureusement ils paraissent un peu cohérents parce que c'est vrai qu'on voit finalement que, bah, le logement ça reste, la dépense numéro un, que ce soit pour un étudiant ou que ce soit pour n'importe quelle personne à n'importe quel âge, hein. À vrai dire, c'est toujours, ce qui prend le plus. On peut estimer à peu près à 40 en vrai parfois dans des grandes villes. Et puis après, bah, on a l'alimentation et le transport, il varie quand même beaucoup maintenant. Après pour les étudiants, ça peut être assez classique, mais parce qu'il y a toujours le bus, il y a toujours le train, mais ça peut varier pas mal dès qu'on arrive dans la vie active en fonction de ce qu'on fait comme boulot, quoi. Tout à fait. Bah, là, tu disais exactement les termes. 40, c'est à peu près la proportion qu'occupe l'appartement. En moyenne pour un étudiant, donc comme tu disais, c'est le premier poste de dépense et ça représente 528 € donc sur les 1 129, donc pas très loin de la moitié. Donc ce qui est véritablement conséquent et on va enfin, habituellement, quand on est un peu plus grand, on va dire un peu plus grand, un peu plus, dans la vie active, un peu plus mature et qu'on sait un peu mieux gérer son argent, tu me diras si c'est le cas, coupe-moi si c'est faux, mais 30, entre 30 et 35, faut pas non plus dépasser cette limite-là pour la proportion du logement. C'est à peu près la limite qu'on m'a dit. Mmh. Ouais, après parfois c'est pas forcément ça dépend pas forcément de toi. Tu vois, quand tu vois quand tu es obligé de faire tes études à Paris parce que, bah, il y a que les écoles qui t'intéressent qui sont à Paris, et que tu dois dépenser déjà 900 € dans un 10 m². Malheureusement, parfois c'est pas trop de ton ressort de pouvoir dire que tu veux que 35 de ton budget, aille dans le logement. Mais oui, c'est à peu près la règle qu'il faut réussir à se fixer, ouais. Et malheureusement, comme on le disait, le contexte actuel, il est relativement difficile dans le sens où le coût de la vie étudiante, donc d'après la FAGE, donc la FAGE, c'est la Fédération, des associations générales étudiantes, qui nous indique que le coût de la vie étudiante a augmenté de 2,8 à la rentrée de 2024 et je pense qu'il va faire qu'augmenter. Donc d'une part, on a le coût de la vie qui augmente et d'autre part, on a des étudiants qui donc sont étudiants, pas forcément dans la vie active, pas toujours et qui vont devoir composer, avec ça et donc le fait de gérer son argent, ça devient encore plus un enjeu d'actualité. Ouais, totalement, après, tu vois, si tu reviens un peu sur ce chiffre-là, 2,8 ça suit, on va dire, un peu l'inflation en ce moment qui est énorme. Donc ça paraît pas, non plus déconnant parce que finalement, pour n'importe quel, foyer de n'importe quel ménage, finalement, on va avoir cette augmentation
du coût de la vie, en fait et donc ça paraît énorme mais normalement, les salaires et cetera, quand tu commences à rentrer dans la vie active, permettent de suivre ça. Là où un étudiant, c'est plus compliqué, c'est que, bah, généralement, son salaire va pas trop évoluer, surtout sur des jobs étudiants qui, souvent sont proches du SMIC. Finalement, il y a très peu d'augmentation, à ce niveau-là. Donc c'est là où c'est un peu compliqué, quoi. C'est que tu peux pas forcément faire le même parallèle et avec les ménages, avec, quelqu'un qui est déjà dans la vie active depuis certaines années et qui, du coup, a des vraies augmentations, qu'un étudiant qui, finalement, a toujours le même salaire ou pas de salaire. Mmh, tout à fait raison et on va clôturer avec un dernier nom et celui il m'a quand même, effrayé, il m'a dressé les poils. 30, c'est la proportion d'étudiants qui estiment ne pas avoir d'assez d'argent pour couvrir leurs besoins mensuels. On en voit un petit peu tous les jours des articles qui paraissent et voilà, j'en parle aussi, sur le média, qu'il y a de plus en plus d'étudiants donc qui font des queues pour, aux banques, alimentaires, qui doivent même voler dans les magasins pour subvenir à leurs besoins et qui ont du mal, même à joindre les 2 bouts et on avait même entendu dans un certain cas, dans le podcast, dédié aux colocations et aux locations, qu'il y avait même certains étudiants qui décidaient d'abandonner leurs études car, le fait de louer, ça devenait beaucoup trop cher et le fait de se dire qu'il y a ça, cette proportion-là, quasiment un tiers, enfin 3 étudiants sur 10 qui estiment ne pas avoir assez d'argent pour couvrir leurs besoins, mensuels, c'est quand même énorme en France. Mmh. Après, il faut voir si on considère, je sais pas si tu sais, mais dans cette étude-là, si on considère des besoins, indispensables, essentiels ou si vraiment on considère un peu le style de vie, en fait, de l'étudiant. Parce que, il y en a beaucoup qui finalement, certes, peuvent se permettre, ce genre de dépenses, et il y a des dépenses qui finalement, sont pas forcément utiles. Après, bah, évidemment, il y a plein de personnes qu'on voit finalement qui galèrent à joindre les 2 bouts, même quand ça reste des dépenses essentielles. Mais, on va pouvoir le voir, c'est vrai qu'il y a peut-être deux trois choses où on va pouvoir essayer de grignoter et trouver un petit peu de et réduire un peu ce nombre et essayer de joindre les 2 bouts, chaque mois, quoi. Très bien, bah, très bien. Merci d'avoir un petit peu, voilà, expliqué, ces nombres, donné aussi ta vision là-dessus et les discuter, c'était vraiment excellent. On va passer à la première partie. Alors, la première question, est-ce que déjà tu peux te présenter dans les grandes lignes, ton parcours et nous dire pourquoi s'être intéressé à la thématique de la gestion de budget? Alors, j'ai 27 ans, depuis, quelques semaines. Je viens de Nice et j'ai fait ma classe préparatoire juste à côté, à Sophia Antipolis. Classe préparatoire scientifique, après je suis parti à Clermont-Ferrand, donc pour moi, à l'autre bout de la France, vu que c'est vraiment rien à voir, j'y étais jamais allé, mais c'est une super ville où j'ai fait du coup mon école d'ingénieur en informatique pendant 3 ans. Donc j'ai vécu en fait la vie étudiante, complète quoi. C'est-à-dire, de vivre, solo dans un logement crous, de participer un peu à des colocs et puis, à des colocations et aussi, bah, essayer de faire, vivre, à la fois l'école via le BDE, via d'autres groupes, d'associations et en même temps, bah, moi de profiter au maximum tout en ayant un budget, limité parce que c'était clairement pas open bar. J'avais la chance quand même de pas forcément travailler à côté. Heu, J'avais quand même, suffisamment d'économies, via mes parents et via, bah, mon enfance où j'avais quand même bossé un petit peu. Enfin, en tout cas, ma 1re vie étudiante à vers 17-18 ans. Donc ça m'a permis, d'accumuler un petit peu, d'épargner un petit peu pour être tranquille pour ces 3 ans-là et en fait, bah, je me suis assez vite intéressé à la gestion de budget, et c'est pas forcément un thème qui est très, très intéressant pour beaucoup de personnes parce que, et c'est l'est pour moi aussi, hein, j'ai pas envie d'y passer non plus, des heures. Je pense que la bonne manière de s'intéresser à la gestion de budget, c'est justement d'être capable d'avoir les bonnes infos qui nous intéressent pour correctement gérer son budget, mais pas y passer des heures parce que ça peut vite devenir, très chronophage et perdre beaucoup de temps. Donc, voilà, c'est réussir à trouver un peu l'équilibre. Moi, j'ai trouvé ma manière de faire qui est pas forcément la meilleure, qui est très personnelle, mais qui peut intéresser du monde et qui tout le monde, doit aussi trouver sa manière et à quel point il veut être, très complet dans la gestion de son argent, quoi. OK, très bien, très bien. En quoi savoir gérer un budget et connaître, voilà, les mouvements de son argent, c'est important selon toi? Comment tu pourrais caractériser ça et à quel point, voilà, c'est
fondamentales dans la vie d'un étudiant? Bah, je pense que gérer correctement un budget, c'est important. De là à connaître exactement tous les mouvements qu'il y a sur son compte et cetera. Enfin, j'espère que si quelqu'un regarde les mouvements de son compte bancaire, il peut réussir à dire quelle est la dépense, de chaque mouvement. Sinon, ça veut dire qu'il s'est fait voler sa carte. Mais en tirer des conclusions en fonction de combien on dépense pour chaque thème, de son budget. C'est-à-dire, que ce soit pour des abonnements, que ce soit pour, l'alimentation ou même à essayer d'être encore plus précis, c'est-à-dire combien pour, dans le loisir, pour le cinéma, pour, tel ou tel loisir. Ça peut vite être compliqué, ça peut vite demander de prendre beaucoup de temps. Donc je pense que c'est pas forcément la bonne approche. C'est personnellement pas forcément ce que je fais, c'est-à-dire, j'essaye d'avoir les grandes lignes et d'être capable de savoir combien je dépense dans mon loyer, combien je dépense, dans l'alimentation et cetera par semaine ou par mois. Je trouve qu'à la semaine, ça marche assez bien. Après de là, être un peu plus précis, je pense que ça demande beaucoup de temps et en tant qu'étudiant, c'est peut-être pas non plus le plus important dans le sens où généralement, vous allez être tout seul à gérer ce budget-là. Donc en fait, vous devez gérer qu'une seule personne, et il y a pas besoin de gérer un foyer, complet avec, sa femme ou son homme et puis en même temps, ses enfants. Là où il y a vraiment besoin de gérer un budget. En fait, je pense qu'il faut voir quand on est étudiant, la gestion de son budget comme, quelque chose qui doit être très simple et qui doit être très personnel et qui te permet de savoir si oui ou non tu dépenses plus que tu ne gagnes. Ou que ce que tu peux réellement te permettre de dépenser? Parce que c'est souvent ça la question quand tu es étudiant. Généralement, tu dépenses plus que ce que tu gagnes, mais est-ce que c'est la question est plus: est-ce que tu peux te permettre de dépenser autant? Parce que la période, elle va être transitoire d'une manière ou d'une autre, elle va durer 3, 4, 5 ans maximum et le but, c'est qu'elle reste provisoire là où, bon, bah, quand tu commences à avoir un enfant, tu vas t'installer sur une période assez longue et de savoir, comment gérer ton budget, là, ça va être vraiment important. Donc quand tu es étudiant, il y a quand même cette période de transition qui fait que tu peux te permettre un petit peu d'être un peu plus, laxiste, on va dire, sur ta gestion de budget. Mais c'est extrêmement important de savoir, quelques points fondamentaux, de savoir combien tu vas dépenser pour un loyer. Généralement, ça, tu le sais. Dès que tu parles sur, de l'alimentation, ça devient plus compliqué. Normalement, il y a plus de personnes qui ont du mal et puis il y a aussi, de l'alimentation, nécessaire, essentielle et puis, bah, il y a les McDo et les BK ou autres qui font que, généralement, c'est certes de la bouffe, mais pas forcément, hyper essentiel et ça te fait exploser ton budget parce que finalement, si tu prends, 20 € de BK, tu te retrouves, finalement à peut-être pouvoir manger pendant 3, 4 jours si tu fais juste les courses, classiques. Donc c'est vraiment un bon équilibre à trouver et juste s'en rendre compte, c'est le plus important pour moi. Ouais, voilà. Enfin, voilà, le mot parfait, ouais, c'est équilibre, même adaptabilité. Voilà, comme tu disais, on gère pas son argent de la même manière si on est étudiant, si on est un couple ou si on est une famille nombreuse. C'est donc une capacité qui est donc amenée à évoluer dans le temps. Tout à fait, ouais. Ça a besoin d'évoluer parce que le salaire va évoluer et en même temps les dépenses vont évoluer. Elles sont pas du tout les mêmes, quoi. Mais du coup, tu fais bien d'en parler, enfin, le fait que ça évolue et donc, bah, forcément, il y a un point de départ, donc qui est, le fait d'être tout seul, le fait de gérer son propre argent. Mais on va dire que c'est quand même une étape à laquelle on est confronté dans le sens où on n'a pas été formé au préalable. Du coup, est-ce que selon toi, une sensibilisation, on va dire, plus profonde à l'école, que ce soit par des modules, des conférences, une formation, est-ce que ça devrait être implémenté selon toi au niveau de l'éducation nationale ou au niveau des différents systèmes éducatifs qu'on a actuellement? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est pas, pour moi la réponse est pas forcément évidente. En tout cas, je pense que oui, il y a besoin et ça manque d'avoir un un endroit où tu peux, t'assurer en fait, enfin, en termes au niveau d'un pays, au niveau de la France, de s'assurer que n'importe qui ait reçu une certaine éducation, au niveau de son argent. C'est super important et on le voit de plus en plus, ne serait-ce qu'avec des systèmes d'achat, qui sont de plus en plus simples, que ce soit sur Amazon, soit sur TikTok ou quoi que ce soit. Je commence à avoir des jeunes qui sont capables de pouvoir payer beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus impulsive par rapport à avant où il y avait plein de petites barrières physiques ou bien, heu, ou bien contraignantes parce qu'un site web, il fallait, passer, 4 pages de plus que maintenant sur TikTok où tu peux tout acheter en un clic ou, sur Amazon ou quoi que ce soit. Donc il y a ce côté un peu impulsif qui peut rentrer en jeu et si on t'a jamais réellement éduqué
au niveau, si le pays n'a pas pris le temps, en fait, d'une manière ou d'une autre, d'intégrer ça dans son éducation, c'est vrai que ça peut vite, poser des problèmes. Après, je sais pas à quel point ça doit rentrer dans l'éducation, nationale, publique et cetera, parce que je pense qu'il y a de très bonnes, conférences ou formations qui existent sur internet. Ce qui manque peut-être, c'est plus des partenariats avec certaines formations, certaines même associations ou fondations qui peuvent exister, qui, proposent déjà, correctement ça. Ils le font très bien, mais qui ont peut-être besoin d'un peu plus de visibilité, au niveau national et de pouvoir justement, éduquer correctement. Je sais pas si c'est réellement le rôle d'un pays d'apprendre ce genre de choses parce que, bah, après, chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut de son argent et l'utiliser dans les choses qu'il veut. Alors qu'un pays a peut-être dans sa politique toujours un peu un biais qui empêche réellement de pouvoir dire à ses citoyens: «Bah, faites ce que vous voulez du moment que vous gérez bien votre argent». Donc je pense qu'il y a besoin d'avoir une entité qui est un petit peu privée, un petit peu indépendante, plus que réellement au niveau de l'éducation nationale qui suit en fait une politique, de droite ou de gauche ou de centre. Donc je pense qu'il y a déjà ce qu'il faut en France. Il y a des gens qui militent de plus en plus sur ça. Si tu prends, Mounir Lagoun qui est, le fondateur de Finari, c'est une application de gestion de finances. Il a plus de 400 000 abonnés sur YouTube en fait. Il représente son entreprise, du mieux possible. C'est-à-dire qu'il essaye de pousser justement à de l'éducation, financière, déjà personnelle, mais aussi, il aimerait bien avoir des profs ou même être lui prof, je crois qu'il l'avait déjà dit une fois dans un podcast, qui serait prêt justement à donner un petit peu de sa personne, du temps et même n'importe qui d'autre, pourrait le faire, si, l'éducation nationale avait envie. Mais, ça vient un peu pour le moment, d'initiatives comme ça qui restent personnelles, quoi. Mmh. Alors, je sais que de mémoire, Boursorama fait une sorte de module qui s'appelle Educfi, alors qui est plus spécialisé au collège, où voilà, on aborde, les prémices de l'éducation financière, mais c'est essentiellement au collège. Après, c'est vrai que, genre les besoins qu'on a au collège et ceux qu'on a au lycée ou même un peu plus tard, ils sont relativement enfin, ils sont drastiquement différents même et même, la façon de réfléchir et on peut expliquer beaucoup de choses, beaucoup plus complexes plus tard. Alors c'est bizarre que ce soit pas fait ailleurs. On en parlait justement dans l'épisode, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4 du podcast. On parlait, de l'investissement quand on était étudiant. On en parlait avec Maxime qui nous disait voilà qu'il trouvait ça dommage qu'on n'embarque pas ça plus tôt, dans les études. Alors quelles que soient les études, mais il disait lui aussi il sortait d'école d'ingénieur, il disait, bah, que c'était bizarre que bah, on sortait de quand même de grandes écoles et qu'on n'avait pas forcément appris, on nous avait pas forcément enseigné ou donné la curiosité de dire: «C'est quoi investir? Qu'est-ce qu'il y a derrière?» Il y a jamais eu cette appétence, qui a vraiment été, amenée. Ouais, je comprends ce qu'il voulait dire. Hem, Après pour moi, il y a 2 choses. D'un, c'est que, heu, essayer de faire de l'éducation financière trop tôt, style au niveau des collégiens, je pense que c'est clairement trop tôt parce que c'est à cet âge-là, même quand tu es lycéen, pour beaucoup de jeunes, tu as pas cette notion de réellement ce que c'est l'argent et c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est le cas pour moi, mais juste quand tes parents t'achètent, tes vêtements, quand tu as une chaussette trouée ou quand tu as besoin de manger, les placards sont déjà remplis. Tu as pas cette même notion de l'argent et tant mieux parce que quand tu es jeune, tu as pas envie de te poser ces questions-là, c'est pas ton but. C'est justement le but des parents. Mais, ça devient un peu, compliqué d'expliquer à un enfant, tel ou tel problème si en fait il y est pas confronté encore. Et il y a que réellement quand tu es confronté à un problème que tu cherches à le résoudre et que du coup tu comprends beaucoup mieux ce qu'on a pu te dire il y a 5 ans, à l'école. Dire: «Ah oui, en fait, je comprends mieux quand je dois gérer mon argent, je dois faire telle ou telle chose» et si tu le fais trop tôt, ça va pas intégrer, le cerveau, tu vas pas le garder en mémoire et en fait, bah, c'est perdre du temps pour autre chose qui est plus essentiel tout de suite, quoi. Ouais, c'est Pour ça, te voilà. divertir ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est vrai que et c'est vrai que je comprends pas. Bon, bah, le podcast, cet épisode est donc là pour vous dire quelles sont les meilleures, les meilleures astuces et donc faire un petit peu de prévention avant de faire du curatif. C'est toujours, toujours important et donc, on va passer à la deuxième partie, donc sur tes expériences, personnelles.
Alors la première question, quand tu étais étudiant, quels étaient les plus gros problèmes auxquels tu devais faire face ou, que tu as rencontrés dans la gestion du budget? J'ai jamais eu de problème d'argent, je vais pas m'inventer une vie, j'ai toujours eu la chance de pas un background. J'ai un background, tu comprends? Non, non, j'ai pas eu de problème, ce genre de choses, donc je vais pas m'inventer une vie. C'est juste que, le plus gros problème, c'était que quand j'étais en école d'ingé, il y avait évidemment quand même la notion de gérer son correctement sa thune pour pas trop dépenser trop vite. Dans le sens où, j'avais quand même du coup la chance de pas forcément bosser, à côté. Mais sauf que, bah, évidemment, ça veut dire que j'avais 0 rentrée d'argent et pourtant je dépensais, quand même, que ce soit dans un logement crous, que ce soit, dans d'autres, dans des activités, bah, ne serait-ce que, aller au bar, ne serait-ce que faire deux trois activités, je sais pas moi, canoë, ski, que propose l'école. Tout de suite, ça prend un petit peu de budget. Donc, en fait, je pense le plus gros challenge, à ce moment-là, c'était d'être capable de se dire: «Bon, bah, je dépense, mais je dépense pas trop» et puis en même temps, surtout, j'arrive à me dire que dans 3, 4, 5 ans, je peux toujours, garder ce train de vie parce que j'aurai toujours un petit peu d'épargne et que, bah, voilà, je veux pas trop dépenser trop vite, que j'ai besoin de garder quand même pour un certain temps. Mon école, c'était une école publique, donc pareil, j'avais pas trop à dépenser sur ça, donc c'était super. Niveau logement, ça restait Clermont-Ferrand, donc ça restait d'1 assez abordable et de 2 pas bien compliqué de trouver un logement. Donc en fait, j'avais pas forcément besoin d'aller chercher, un loyer cher et cetera. Mais par contre, bah, dès qu'il y avait des sorties étudiantes ou quoi que ce soit, moi mon but c'était aussi de profiter un maximum parce que, en vrai, il faut quand même vachement profiter de sa vie, la vie étudiante d'une école ou d'une fac ou quoi que ce soit. Enfin, faut pas le négliger parce qu'après tu te trouves un peu con de pas en avoir profité. Et j'en ai bien profité aussi, mais c'est juste que, bah, je savais que je dépensais de l'argent que je gagnais pas tout de suite, quoi. Donc voilà, c'est savoir, faire le bon équilibre encore une fois, c'est le plus important. Très bien. Et est-ce que tu as peut-être souvenir de personnes, d'étudiants qui, eux, galéraient financièrement et comment ça se passait, au quotidien, enfin, en tout cas, dans votre relation ou peut-être pour eux, au niveau personnel? Ouais, j'avais un pote qui notamment, lui avait des gros problèmes d'argent, mais après je pense que c'est à chacun parce que de voir, jusqu'où il est capable justement d'être, de continuer, sa vie étudiante parce que il continuait de sortir au bar, il continuait de nous voir et cetera. On ne passait pas toutes nos soirées au bar, quoique peut-être, mais l'idée c'était quand même d'être, de pouvoir faire des activités, que ce soit des activités que proposait l'école ou que proposait directement le BDE, avec la vie étudiante et tout. Mais ça aurait été bête qu'il s'arrête totalement de vivre parce que, à l'instant présent, il avait pas forcément d'argent, surtout qu'il cherchait du coup un petit boulot à côté et que, comme on était en école d'ingénieur en informatique, on avait quand même cette chance de se dire que dès la fin d'école, on va trouver du boulot. Et ça, c'est vrai que ça l'a quand même vachement aidé et même nous quand il y avait besoin, genre, le but c'est qu'il reste aussi pendant la soirée. S'il y a besoin de payer une bière ou s'il y avait besoin de payer un repas, il était là et on l'aidait et d'ailleurs il en abusait pas du tout. C'est juste que ça peut créer un peu des tensions avec chacun, li la gestion d'argent et surtout la question de l'argent dans un groupe, de potes, c'est pas forcément facile, hein. Donc c'est vrai qu'il y a quand même besoin de savoir un peu mettre des barrières, de savoir quand est-ce que tu dois en fait, t'accorder le droit de sortir d'une manière ou d'une autre, et d'aller voir tes potes parce que tu sais que tu vas dépenser et en même temps, bah, de pas abuser non plus, et je pense que le plus important, ça reste quand même d'être hyper clair avec tes potes. Parce que si c'est tes vrais potes, il y a aucune raison qu'ils te larguent pour ça. Après, par contre, du coup, ils te proposeront des activités qui sont bien plus, en adéquation avec toi. Parce que le but, c'est que tu viennes, le but, c'est que tu sois là. S'ils commencent à te proposer des trucs qui coûtent beaucoup trop cher, évidemment que tu pourras pas venir. Donc le but, c'est de trouver un bon milieu, quoi. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. En fait, par là, on veut dire aussi que l'argent, il a pas qu'un rôle, on va dire, financier, pécunier, mais il a aussi un rôle, social. Dans le sens où vraiment il joue un acteur, dans notre insertion et dans nos relations sociales au quotidien. Alors je me rappelle, vaguement d'un reportage sur TF1, c'était au JT et c'était une dame, qui avait, quasiment plus d'argent. Elle avait plus de sorties. Elle disait: «Ben, en fait, si j'ai plus d'argent, j'ai quasiment, plus de vie sociale parce que, bah, tout ce qui est sorti, je peux pas le faire, tout ce qui est aller au restaurant, je peux pas le faire. Voir mes amis ou inviter mes amis, bah, je peux plus le faire non plus parce que, bah, j'ai du mal déjà à subvenir à mes propres besoins» et donc c'est vraiment important de voir que
enfin, l'argent, c'est plus qu'un nombre, c'est plus que des billets, c'est plus qu'une carte bleue, c'est plus qu'un compte bancaire, c'est bien plus que ça. Ça j'allais dire ça définit notre vie, mais, ça peut conditionner notre vie sociale. Mmh. C'est ça qui est un peu, on va dire, terrifiant dans le sens où, bah, on te dit que l'argent fait pas le bonheur, mais tout le monde te dira: «Il y contribue», quoi. Il y contribue vachement et généralement les riches rajouteront: «Il y a que des pauvres qui disent ça». Non, regarde, ils ont rien, mais pourtant ils donnent tout. Ils donnent tout. Ils sont tellement généreux. Mais, c'est ça qui me choque, un peu plus. Et un autre truc qui me choque, alors c'est plus sur, voilà, les expériences, personnelles, dans le sens où, il y a beaucoup d'adultes, d'actifs, donc voilà, qui ont entre 40 et 50 ans, qui ont l'impression de prendre connaissance de la galère étudiante. Je sais pas si tu as vu une des dernières vidéos de McFly et Carlito où ils visitent une université Non, je l'ai pas vu, non. et ils visitent l'université de Paris-Nanterre. Ils font, une journée, on va dire, d'immersion. Ils vont voir des cours, ils vont au Crous, aux rues, ils vont voir même, une chambre étudiante et au moment où ils vont voir la chambre étudiante, ils voient que le gars, il a pas forcément, les moyens. En plus, le logement, alors il est pas insalubre, mais, il y a beaucoup de choses qui vont pas, il y a beaucoup d'installations qui vont pas du tout et donc c'est relativement, inconfortable au quotidien et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'ils disent: «Ah oui, c'est vraiment comme ça». Enfin, en disant, Ah oui. c'est pas enfin, c'est pas enfin, c'est comme s'il y a pas de mythe autour, hein. Enfin, on crie pas au loup, pour crier au loup. C'est qu'il y a des signes avant-coureurs, il y a des gens qui le disent, il y a des études. C'est pas un truc de Gen Z ou quoi que ce soit, Ils se plaignent tout le temps. ouais, voilà, c'est qu'on a le droit d'avoir, on va dire, des conditions, décentes pour étudier sans avoir à cumuler des jobs en même temps, à cumuler, études et quoi que ce soit d'autre à côté. Parce que, bah, au final, en fait, tu te retrouves à être plongé de force dans la vie d'adulte, alors que tu es encore étudiant. Mmh. Ouais, c'est pas facile à trouver le juste milieu et c'est clair qu'on se rend pas forcément compte et même moi je m'en rends pas compte, hein, je dirais pas non plus ça, j'ai eu des potes qui certes étaient un peu dans la galère, mais c'était pas non plus une galère, très grave dans le sens où, il était entouré et ça je pense qu'on le voit pas non plus, énormément mais, il y a beaucoup d'étudiants qui, par fierté et je peux comprendre, préfèrent ne pas dire qu'ils ont pas d'argent et donc du coup, ils s'enferment souvent tout seuls et puis à la fin, bah, ils restent tout seuls et c'est la pire chose à faire. Il faut absolument pas rester seul comme ça. Faut essayer de trouver de l'aide, il faut essayer de trouver des solutions et c'est normal qu'à un moment donné dans la vie, il y ait des difficultés réelles à avoir de l'argent parce que, bah, malheureusement, il faut se former avant d'aller gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Il faut réussir à trouver le bon juste milieu et c'est pas parce qu'on manque d'argent à un moment donné, en tant qu'étudiant, qu'on a forcément, raté ne serait-ce que la direction qu'on est en train de prendre. Ça demande beaucoup de courage de continuer des études supérieures si tu as pas beaucoup d'argent donc c'est facile de dire: «Faut pas lâcher», mais en vrai, c'est vrai, il faut pas lâcher, il faut continuer à faire, ce qui est juste, ce qui nous semble juste et c'est vrai qu'on a souvent l'impression que les nouvelles générations se plaignent énormément et en disant ça, j'ai l'impression d'avoir 50 ans. Mais c'est surtout que, il y a beaucoup c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements dans la Gen Z, dans même ne serait-ce que les gens qui ont, 10 ans de moins que moi et qui du coup vont passer le bac et qui ensuite vont se retrouver, à faire le choix de oui ou non je continue. En plus, il y a cette question de savoir si oui ou non il faut continuer des études parce que ça devient de plus en plus compliqué. Quand tu regardes les articles, sur de l'IA, tu as l'impression qu'il y a plus de boulot dans 10 ans. C'est pas forcément facile et franchement, je trouve ça hyper admirable, ceux qui arrivent à continuer à se motiver à bosser, à réellement bosser, à apprendre, à engranger des connaissances pour être sûr que plus tard, bah, ça payera et c'est sûr et certain que ça payera d'une manière ou d'une autre. Mais c'est parfois un moment un petit peu difficile qu'il faut réussir à passer. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Alors, on va passer à la troisième partie sur, voilà, les pratiques et les outils que tu peux nous fournir. Alors, première question, est-ce que selon toi, c'est pertinent de pister, noter toutes ces dépenses, on va dire, au quotidien? Alors, je suppose que non aux prémices de ce que tu nous as dit auparavant, mais voilà, est-ce que selon toi, c'est sain?
C'est clairement ça et c'est encore une fois admirable pour ceux qui y arrivent parce que ça prend du temps. Bon maintenant il y a des outils, on en reparlera peut-être après, il y a des outils qui sont de plus en plus, performants pour t'aider à faire ce genre de choses. En fait, je pense que ce qui est important, c'est pas forcément de tout noter ses dépenses, c'est d'être capable de noter surtout les dépenses qui sont, extra quoi. C'est-à-dire, des dépenses qui sortent du quotidien parce que et de se rendre compte qu'il y a des dépenses qui sortent du quotidien parce qu'en fait, à un moment donné, s'il y en a un peu trop dans le mois et que finalement toi-même tu te dis: «Tiens, bah, j'ai fait cette dépense-là, j'ai mangé, ne serait-ce que dans un resto ou même à McDo», si ça peut être des dépenses extraordinaires. J'espère que ça l'est parce que le but c'est que ce soit pas non plus tous les jours. Mais, s'il y a des dépenses comme ça de bouffe, de loisirs ou quoi que ce soit, de les noter et de se rendre compte que en fait, au bout d'un mois, c'est une dépense extra qui est, tous les 4 5 jours, bah, il y a clairement moyen d'être capable d'améliorer son budget, au quotidien même et donc du coup d'éviter de se retrouver dans le rouge à la fin du mois. Donc c'est, noter des dépenses, au quotidien, bah, à un moment donné, quand on a besoin de telle ou telle affaire, je pense pas que ce soit très utile, c'est-à-dire si tu commences à te dire: «Mince, j'ai encore dépensé aujourd'hui», alors que, bah, c'était des choses qui étaient utiles, du papier toilette, que ce soit du dentifrice ou n'importe quoi. Je vois pas trop l'intérêt encore de le noter, mais après si tu commences à faire trop de dépenses qui sont un peu extra et que tu peux te passer normalement, là, ouais, ce serait bien de les noter et de se rendre compte à quel point. Je pense que vraiment la notion qui est le plus importante, c'est se rendre compte à quel point tu dépenses ou tu ne dépenses pas telle ou telle chose. Dis-moi, alors je pense que c'est ne suivez pas mon exemple, mais alors un truc que je faisais et vraiment je pense que c'est pas très bien de le faire, c'est aux courses, il y a un moment de ma vie où je ne faisais des courses que vraiment si j'avais plus rien dans les placards. Vraiment, j'attendais de plus rien avoir, enfin rien, peut-être, pour un ou 2 repas, vraiment pour commencer à faire des courses. Sinon, je faisais pas de courses parce que je me dis: «Bon, bah, on sait jamais, j'ai pas envie de gaspiller, j'ai pas envie d'acheter peut-être des trucs inutiles» et vraiment, quand je faisais des courses, vraiment, je me contentais vraiment de prendre ce qu'il me fallait pour tenir, X jours. Essayer de maximum éviter le surplus, mais je pense pas que ce soit une très bonne habitude. Alors après, autre mauvaise habitude que je faisais pendant les courses, alors ça, vraiment, je la garde tout le temps. Je me prends toujours un truc en sortant des courses, genre un petit snack en sortant des courses. C'est peut-être pour ça que j'ai évité de faire ça, d'aller trop souvent aux courses. Mais, ne faites, alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, je laisse l'expert, nous dire. Bah, ta manière de faire, elle me fait beaucoup penser à quelqu'un qui veut faire un régime. C'est-à-dire que il va vouloir maigrir, sauf qu'en fait, il va tellement couper dans les plaisirs, de juste de nourriture quoi, qu'il va, essayer de manger le moins possible, de manger pas forcément les trucs les meilleurs, mais les moins chers en fait. Tu vas acheter les trucs les moins chers, tu vas acheter uniquement le strict nécessaire et tu vas essayer de faire ça pendant allez, j'achète ça pendant 15 jours où j'achète que de la nourriture qui me plaît pas forcément et bon, c'est pas très cher et je vais pouvoir, et du coup, j'aurais rien dépensé pendant 15 jours. Tu sais très bien qu'au bout de 15 jours, tu tiendras jamais. Pendant 15 jours, tu tiendras jamais et à la fin, tu vas finir par, bah, dépenser justement un snack, quasi tous les jours ou bien, d'aller finalement te faire un McDo parce que tu t'es dit: «Tiens, j'ai pas beaucoup dépensé aux courses, et puis là, je commence à plus rien avoir». Donc c'est un peu la même chose que quelqu'un qui fait un régime, c'est-à-dire que s'il essaie de bien manger, mais vraiment le strict minimum, de perdre énormément en calories tous les jours, il va jamais tenir. Il y a besoin d'avoir un certain équilibre entre le plaisir, se faire un peu plaisir, soit à dépenser, soit à manger, ce qu'on aime et en même temps, bah, de pas trop faire. Mmh, heu et est-ce que selon toi, il y a des avantages et des désavantages à la gestion du budget? Alors peut-être un désavantage, c'est peut-être, le fait, voilà, d'être obnubilé par, voilà, toujours tant gérer. Mais est-ce qu'il y a peut-être, voilà, des avantages, il y en a clairement, mais d'autres désavantages aussi? Bah, ça va un peu avec ce que tu as dit, mais c'est le stress que ça peut engendrer, hein. Il y a beaucoup de personnes et en France, on est un peu les rois pour ça parce que parler d'argent, c'est toujours un peu compliqué. C'est assez tabou, mais ça stresse beaucoup de personnes de ne serait-ce que gérer son argent et je le comprends totalement parce que, bah, ça fait partie un peu de ce qu'on a dit. Est-ce qu'il manque pas de l'éducation au départ pour, pouvoir être un peu plus tranquille, sur certains sujets, être un peu plus détendu? Se dire que, bah, une dépense extra, c'est pas grave, mais en même temps, 10 ça peut l'être et de trouver le juste milieu. Moi, je pense que
un des désavantages de gérer son argent, c'est en fait et je pense que c'est beaucoup de personnes qui le font pas, à cause de ça, c'est qu'à la fin, ils remarquent à quel point ils dépensent ils dépensent et à quel point ils sont, peut-être dans le rouge et qu'ils peuvent pas forcément tenir ce style de vie et donc du coup, ça génère quand même beaucoup d'angoisse. Donc il faut réussir quand même à faire un peu attention à ça. Ne pas du tout, s'intéresser à la gestion de son budget, c'est dangereux parce que, tu sais pas du tout, combien tu dépenses. Généralement, tu sais combien tu gagnes, mais juste ne serait-ce que savoir combien tu dépenses, il y a plein de personnes qui ne le savent pas. Mais à l'extrême, vouloir, beaucoup trop, regarder toutes les notes et cetera, ça peut vite être, une problématique pour soi, évidemment pour les autres, je veux dire, si tu commences à faire le radin sur absolument tout parce que tu es au centime près. Malheureusement, un radin, c'est pas forcément quelqu'un qui a pas d'argent. C'est quelqu'un qui arrive pas à être capable de dépenser pour telle ou telle chose parce que ça rentrait pas dans son budget, parce que, il l'avait pas prévu et cetera. C'est une bonne chose d'être capable d'être prévoyant, mais c'est une autre de pas pouvoir faire plaisir à son conjoint ou même à une copine ou même à un pote ou quoi que ce soit. Ça peut vite être, complexe. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'autres étudiants qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, mais il y avait alors des fois, ça m'arrive, je sais pas pourquoi, je sais pas comment expliquer. Par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai du mal à des fois à payer pour des trucs, vraiment, tout con, genre pour moi. Enfin, genre genre par exemple quand c'est des trucs pour moi, j'ai vraiment du mal à payer. Quand c'est des trucs par exemple, n'importe quoi, pour les autres, je dis n'importe quoi, des courses pour les autres, des cadeaux ou que sais-je, ou par exemple un truc, purement matériel, genre, une veste, un objet de décoration. Bah, j'ai plus de facilité à payer. Je me restreins un peu moins, mais par exemple, mais voilà, les trucs, vraiment vitaux, j'ai du mal, pour te donner un exemple, il y a un moment de ma vie où, je touchais 700 € par mois, juste 700 €, et j'avais 450 € de loyer à payer et je devais m'en sortir. Après, il y avait mes parents qui me donnaient un peu d'argent et j'étais en mode: «Ouh là, c'est un peu, c'est un peu compliqué». Mais ça m'avait pas empêché, je crois que j'avais fait quand même une grosse dépense, au bout d'un moment, je crois que j'avais dépensé à peu près, 100 balles, aller-retour pour, juste venir faire un week-end chez moi, et j'avais passé le week-end, chez moi à Nice, et j'avais fait d'autres dépenses. Mais bizarrement, ça passait mieux parce que je me disais: «Bah, c'est le week-end et tout», alors que ces 100 balles, si par exemple je devais acheter 100 balles de courses, je pense que je les aurais pas mis 100 balles de courses. Je Ah, je comprends, ouais. Bah, c'est le problème de beaucoup de personnes, ça l'est pour moi aussi, hein. C'est clair que même ne serait-ce que faire un cadeau, ça me dérange pas, mais si c'est un cadeau à moi-même, ça reste plus compliqué. Mais après, voilà, faut réussir à trouver, je pense, la bonne manière de faire, faut réussir à se faire plaisir, c'est juste que généralement, quand c'est un cadeau qui est à soi, on se dit qu'on peut vraiment l'éviter, parce qu'il y a que nous qui allons le savoir. Alors que si c'est un cadeau à quelqu'un d'autre, bah, tout de suite, tu peux te trouver des excuses pour le payer ou quoi que ce soit et tu te fais bien voir aussi de payer pour ce genre de choses. Tu vu, j'ai pas beaucoup d'argent et en plus, je peux me per je t'achète ça. Donc c'est un ego qui est pas mauvais, hein, c'est juste que c'est souvent, inconscient en plus. Mais, faut réussir encore une fois à trouver un bon équilibre. Je pense que c'est pas forcément évident, de se dire, ça c'est pas essentiel, cette dépense elle est pas essentielle. Tu vois, ton trajet, à Nice, si c'était pour aller voir, tes parents, une amie ou quoi, bah, en fait, ça allait peut-être, 1000 fois plus important que d'aller faire, 100 € de courses parce que ces courses-là, tu en as pas forcément besoin, quoi. Mais, si tu avais besoin de ça pour continuer justement, à bosser, quand tu rentres de vacances ou quoi, quand tu rentres de ton week-end, bah, en fait, ça les a valu largement, quoi. ah, je suis d'accord. Avec toute ton expérience, quelle est la proportion qu'il faudrait, selon toi, affecter à chacune des 3 grosses dépenses, donc que ce soit le logement en un, la nourriture en 2 et les loisirs en 3? C'est quoi à peu près les proportions qu'il faut donner, dans pour donner un petit peu, voilà, des indications, des informations aux gens qui nous écoutent? Bah, quand tu es étudiant, c'est bien de respecter, un peu la règle suivante, c'est-à-dire que tu mets à peu près 40 maximum pour un loyer. Ça dépend évidemment des villes, ça dépend évidemment de l'endroit où tu es. Faut respecter ça et c'est vrai que faut vraiment pas oublier qu'un loyer, si tu peux te permettre de prendre un peu plus petit ou dans un quartier un peu moins bien pour, réduire un peu ton loyer, c'est vraiment de grosses économies généralement, surtout sur 1 an ou 2 parce que ça reste quand même un endroit où,
Alors il faut trouver la bonne équilibre encore une fois, parce que c'est vrai que si tu te sens pas bien, chez toi, bah, finalement, tu vas juste vouloir sortir plus, donc tu vas sûrement dépenser plus. Tu vas commencer à pas te sentir bien, donc en fait, tu vas faire un peu moins attention sur tes dépenses, dès que tu sors. Tu vas vouloir, peut-être, faire un peu plus de vacances pour éviter d'être dans ton logement et tout, donc faut faire attention. Mais 35 40 c'est pas mal. Après l'alimentation, je dirais à peu près 20. Il faut garder quand même un bon équilibre entre, bah, de la nourriture qui est essentielle et puis aussi un petit peu de bouffe extra qui sont pas forcément évidentes, mais bon, qui fait du bien, quoi. Après, il faut voir à quel point dans les 20, chacun décidera s'il veut les mettre, ces bouffes extra dans le loisir ou pas, parce que ça reste aussi un loisir d'une manière ou d'une autre. Moi, je considère que 20, si pour toutes tes dépenses, essentielles, et ça va aussi dans, je sais pas moi, le liquide vaisselle, le dentifrice, enfin toutes des dépenses qui sont un peu obligées pour la maison, mais que finalement tu peux pas vraiment te passer. Donc on va dire, allez 20-25 si vraiment, il y a besoin de beaucoup de ne serait-ce que payer par exemple de l'huile d'olive. Le mois, ce mois-ci, bon bah, tu es plus dans un budget de 25 quoi. Donc ça peut vite être assez important. Et puis après, faut quand même pas oublier 2 choses, je pense. C'est que certes, le reste peut rester en loisir, même si ça va être très compliqué évidemment. 40 de loisirs, ça risque d'être compliqué. Parce qu'il y a toujours des parties qu'il faut penser, ne serait-ce que les imprévus. Alors, quand on est étudiant, quand on est jeune, généralement, il y a un peu moins d'imprévus, parce que quand on rentre, quand dans un imprévu, on peut rentrer, bah, tout le problème de santé, des problèmes, si on a un chat vétérinaire, enfin un animal vétérinaire, réparation de voiture et cetera. Là, ça va dépendre aussi de ce qu'on a, parce que c'est en fonction, si on est étudiant et qu'on peut tout faire à pied et que, bah, on n'a pas de problème de santé, en fait, l'imprévu, généralement quand tu es jeune, il est assez réduit. Mais, il y a quand même une partie qu'il faut pas oublier, si c'est possible, c'est l'épargne, et il faut toujours être capable de pouvoir épargner un petit peu. Alors, à terme, quand on en vie active, l'idéal serait entre 10 et 20. 20, c'est vraiment quand tu peux te le permettre, mais, un 10 minimum d'épargne, ce serait super, en fait. Et si tu commences à prendre cette habitude de te refuser de dépenser plus que ce que tu ne gagnes, si tu peux te le permettre, et donc du coup de commencer réellement à épargner, même en le laissant sur un livret A qui bat pas l'inflation, donc c'est pas très intéressant, mais au moins ne serait-ce que d'avoir ce montant que tu peux mettre de côté, c'est déjà exceptionnel et c'est déjà super. Et il faut plus tôt tu prends cette habitude-là, mieux c'est. Ouais, bah, c'est vrai que ouais, voilà, ce petit peu, cette liberté, entre guillemets «financière», dans le sens où si on arrive à épargner, on est plus résilient face aux petites difficultés de la vie. C'est vrai que c'est très important, et c'est vrai que voilà, quand tu es forcément en études, tu as pas forcément toujours la possibilité de faire ça, mais peut-être avec voilà, avec des méthodes, il y a moyen de faire ça. Et donc, bah, ça nous amène tout de suite à la question: est-ce que je peux nous donner 3 conseils pour les étudiants, les jeunes actifs, qui nous écoutent, à mieux gérer leur argent? 3 conseils. En vrai, je pense que j'en aurais qu'un seul, parce que je pense que si tu débutes dans cette notion de vouloir, gérer son argent et tout ça, je pense que l'étape la plus difficile, c'est de le faire la première fois, et de se dire: «OK, je dois gérer mon argent», et pas se dire: «Bah, je le ferai le mois prochain», parce que, bah, là, en ce moment, je sais pas moi, c'est les dépenses, il y a des dépenses un peu exceptionnelles parce qu'il commence à faire beau, et donc il y a aussi les affiches de festivals qui commencent à sortir, donc il y a les gens qui commencent à payer pour des tickets de festival, ou qui commencent à organiser les vacances en été avec les potes et cetera, donc il y a toujours des dépenses qui sont un peu, avant l'été, qui commencent à augmenter de façon un peu, imprévu, on va dire, le budget du mois. Mais en fait, le plus important pour moi, c'est d'être capable, en tant qu'étudiant, de se dire: «Je gère mon budget», et rien que ça, d'être capable de dire combien je gagne. Bon, ça, généralement, c'est assez facile, mais combien je dépense. Tu vas dans la rue, tu vas poser des questions à des gens, que ce soit des gens dans la vie active plutôt, ou des étudiants. Il y en a un paquet qui n'est pas capable de te répondre ça. Et ça, pour moi, c'est le plus gros conseil et le plus gros cadeau que tu peux te faire en tant que personne, et même ne serait-ce quand tu gères juste ton budget pour toi, c'est d'être capable de te dire combien tu dépenses.
C'est le plus important ça. Parce que tu vas vite te rendre compte si oui ou non tu commences à épargner ou à quel point tu peux vivre la vie que tu es en train de mener. Parce que en soi, si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, bon, bah, mathématiquement, tu vas pas pouvoir, tenir ça sur le long terme. Et espérer une certaine augmentation, dans ton boulot ou même, des primes en fin d'année et cetera, c'est dangereux de vivre comme ça et dangereux de vivre, salaire après salaire, paye après paye. Donc vraiment juste d'être capable de dire combien je dépense, je pense que c'est déjà une super étape et après évidemment, bah, il y a un peu ce qu'on disait à côté, c'est-à-dire d'être capable peut-être de le noter au quotidien, mais bon, ça demande beaucoup plus de temps ou d'être capable de dire: «Bon, bah, OK, maintenant que je sais combien je dépense, combien je dépense uniquement dans mon loyer? Ça représente combien? Combien dans la bouffe? Combien dans l'épargne? Combien dans les imprévus?» et cetera. Ces 2 étapes, je pense, pour moi, ce serait le seul conseil que je peux donner parce que si déjà quelqu'un qui écoute ça, qui écoute ce podcast et qui fait déjà ça, honnêtement, bah, tu as déjà bien de l'avance par rapport aux autres. Donc tu pas besoin en tant qu'étudiant, quand tu es tout seul à gérer ton budget, à aller plus loin pour moi. Vous avez entendu? Là, faites ce que dit Hugo là. Faites ce que dit Hugo, oui. Il a raison. Et c'est hyper simple, en fait. Mais c'est frustrant parce que, on pourrait tourner, 3 heures autour du pot pour dire quels sont les bons conseils que quoi que ce soit. Il y a pas de recette miracle, hein, c'est à un moment donné, c'est pas pour rien que, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, dans le rouge ou quoi que ce soit. Les recettes miracles, elles existent pas dans la gestion d'argent et c'est juste que c'est très simple, c'est pas agréable à entendre parce que, bah, en fait, ça va te mettre, face à des réalités. Si tu n'as pas envie d'ouvrir ton appli bancaire pour regarder combien tu dépenses, tu vas jamais pouvoir avancer, en fait et tu vas jamais pouvoir, commencer à épargner un peu plus, tu vas jamais commencer à mettre de côté ou quoi que ce soit et c'est ça qui est compliqué. Je vais pas inventer des règles ou quoi que ce soit. Il existe plein de règles à droite à gauche, mais en vrai, juste se dire combien je dépense, il y a plein de personnes qui peuvent pas y répondre. Déjà, 1er si tu as déjà peur d'ouvrir ton appli bancaire, c'est peut-être que tu as déjà un petit peu dépassé le budget, peut-être. Voilà, on va pas aller à l'étape d'après, quoi. C'est il y a déjà ça, quoi. Et donc les erreurs classiques que les étudiants font, donc c'est voilà, déjà pas checker combien ils dépensent, pas Mmh. faire attention, voilà, aux dépenses au quotidien et surtout pas les surveiller. Peut-être, voilà, pas monitorer exactement, par exemple, s'ils voient qu'il y a beaucoup trop de loisirs, ils vont, je sais pas, 10 fois au restaurant dans la semaine, enfin dans la semaine, dans le mois ou s'ils se rendent compte qu'en fait ils achètent, on parle, assez récemment des abonnements. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'abonnements, Netflix, Deezer, YouTube, ils les oublient complètement et en fait, bah, ça tire, ça tire, ça tire et en fait, bah, en 10 € en moins dans chaque mois, bah, au fin de l'année, ça fait 120 € et 120 €, bah, ça paye, bah, un billet de train pour aller voir sa famille. Mmh. Ouais, c'est peut-être le conseil, d'après, on va dire, après avoir ouvert son appli bancaire, avoir regardé combien je dépense, c'est justement d'être capable de se dire, «OK, et maintenant sur tous les dépenses qui sont récurrentes, qu'est-ce que je peux virer, quoi? Mmh. Qu'est-ce qui est pas essentiel? Qu'est-ce que j'utilise plus?» Alors je pense que généralement ce genre de questions, moi je le vois souvent dans des gens qui donnent des conseils justement, «Regardez ce que vous dépensez en abonnement et n'utilisez enfin et virez ce que vous n'utilisez plus». Je pense que dans la pratique, c'est enfin, dans la théorie, c'est vrai, mais dans la pratique, je pense qu'il y a pas tant de dépenses que ça. C'est qui sont vraiment pas du tout utilisées et c'est: «Ah merde, je dépense, 15 balles par mois alors que j'utilise pas du tout le service». C'est pas forcément vrai. La question, elle est plus de savoir si oui ou non j'ai réellement besoin de ce service-là, si je peux pas m'en passer. Ne serait-ce que, par exemple, juste les sites de streaming. Est-ce que je vais pas tout le temps sur le même et est-ce que je regarde suffisamment de films ou de séries sur cette plateforme, que j'en ai vraiment besoin et est-ce que ça m'a l'air d'être rentable, en fait, à la fin? Si ça vaut, 15 € par mois pour assez de bonheur, en fait, assez de plaisir, bah, pas de souci. Mais à ce moment-là, si ça commence à accumuler, plein de sites de streaming parce que, bah, il y a des films un peu à droite à gauche, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que juste acheter un livre, ça peut pas un peu compenser? C'est se trouver aussi des d'autres activités à côté qui peuvent un peu compenser ça, quoi. Ouais, voilà, par exemple, typiquement pour ceux qui ont une voiture et qui roulent pas beaucoup, bah, pensez à des assurances petits rouleurs. C'est peut-être déjà Mmh. vachement plus, rentable ou si on des gens ont une voiture, à essence, bah, peut-être la passer au bioéthanol, parce que ça consomme moins et on s'y retrouve un peu plus économiquement ou bien, en termes d'électricité, bah, faire marcher ces appareils en heure creuse, essayer d'éteindre tous ces appareils. C'est des petites actions au quotidien mais qui déjà, sur le long terme, voilà, c'est comme les intérêts composés, sur le long terme, ça prend vraiment des proportions, énormes,
Ouais, c'est super, ouais, tu bien raison. C'est vrai que maintenant, en plus, il y a de plus en plus d'applis ou de plus en plus de manières de trouver, soit des loisirs, soit de l'alimentation et cetera donc il y a clairement possibilité. Bah, tu vois, moi, pour des dépenses, style, un peu, extra et s'il y avait un produit de tech, qui m'intéressait ou n'importe quoi, moi, c'est une règle de 10 jours. C'est-à-dire que dès le moment où j'ai envie de l'avoir, je laisse 10 jours, quoi qu'il arrive, avant de me l'acheter et souvent, en 10 jours, tu as oublié que tu voulais un tel truc et en fait, c'est que, genre 3 mois plus tard, quand tu y repenses, que tu te dis: «Ah oui, j'en avais envie». Bon, bah, en fait, même pendant 10 jours, ça m'est pas resté en tête, c'est que j'en avais pas forcément besoin et 10 jours, je trouve que c'est la bonne période, sans être trop frustré et en même temps, avoir que les choses qui réellement te sont utiles. Elle est pas mal cette règle, ça c'est vrai que j'en ai entendu parler. Elle est vraiment, vraiment bien. Mais du coup, ouais, tout ça pour dire qu'il y a toujours moyen de voir, se dire: «Bon, il y a peut-être une alternative qui me permettrait, voilà, de mettre un peu plus de côté». Du coup, voilà, ça ouvre, les gens à penser autrement. Pas forcément par le biais, bah, c'est spécifiquement mon besoin. Déjà à comprendre son propre besoin, parce qu'on a toujours du mal à se dire: «Bon», on se met le nez dans sa propre merde et à se dire: «Bon, bah, j'ai besoin de je fais ça, j'utilise comme ça, j'ai pas besoin de ça et j'ai pas envie de dépasser ce budget». Se mettre, pas des contraintes, mais à cahier des charges sur ses propres besoins. Alors pas le pousser à l'extrême, mais déjà ça permet relativement de pas faire de grosses fautes, bizarrement, je dis à mes parents, typiquement, oui, je sais pas, mes parents me disent: «Oui, je vais acheter un téléphone». Je dis: «Bah, tu veux quoi comme téléphone? C'est quoi la puissance?» Enfin, définis tout et après peut-être, il y a pas de meilleur téléphone, c'est le meilleur téléphone en fonction de tes besoins. Donc i avant de faire le 1er pas, déjà comprends ce que tu veux faire et après mets l'argent derrière. Mais c'est vrai qu'il y a plus assez en tout cas cet aspect de je me pose la question de: «Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et qu'est-ce que j'ai vraiment besoin?» On est plus se dire enfin, on est plus sur une consommation par le désir que par la réflexion, j'ai l'impression. Ouais, c'est de plus en plus, impulsif, hein. Mmh. Et du coup, est-ce que, l'évolution des outils de gestion financière, personnelle surtout, est-ce qu'elle va être bénéfique? Enfin, est-ce que l'évolution va être, oui, bénéfique au fur et à mesure des années? Comment tu la vois cette évolution? Bah, au niveau de l'Europe et au niveau de la France, il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. Petit point chiant de loi européenne, mais c'est important pour le comprendre, ensuite. C'est qu'en fait, on a, les 2 lois DSP2 et DSP3 qui sont, des directives au niveau de l'Europe et qui évidemment, quand une fois qu'elles sont signées, en fait, prend à peu près entre 2 et 3 ans pour être appliquées réellement en France. Donc ça prend un peu de temps. Là, on a la DSP3 qui vient d'être signée. En fait, c'est 2 directives qui, forcent les banques à ouvrir les datas et à ouvrir toutes les données bancaires, des utilisateurs. C'est-à-dire qu'avant, de leurs clients, pardon. Parce qu'avant, les banques étaient les seules détentrices, en fait, des données de leurs clients. C'est-à-dire, d'être capable de dire, qui a quel compte de quel type, donc un compte épargne, un compte, un livret A, un compte, un PEA ou n'importe quoi, un compte courant dans quelle banque. Il y avait que les banques qui étaient capables de dire ça et en fait, l'Europe a voulu ouvrir ça pour qu'il y ait des acteurs qui puissent justement accéder à ce genre de données, évidemment, de façon sécurisée et une fois que l'utilisateur a dit «oui», pour en fait un petit peu, forcer à l'innovation et forcer à la concurrence. Parce que, bah, on le voit dans plein de domaines, dès qu'il y a qu'un seul monopole, c'est-à-dire si les c'est uniquement les banques qui détiennent la data, tu te retrouves vite à avoir très peu d'innovation. C'est toujours les mêmes types, d'applis de banque, alors qu'il pourrait y avoir plein de choses à faire, de retraitement des données pour justement, te dire combien tu dépenses et voilà, dans quel poste tu dépenses, à combien de pourcentage et cetera. Tout ça, les banques, elles le font très, très, très petit parce qu'elles ont pas forcément l'intérêt de développer ce genre de choses. Ça leur coûte beaucoup d'argent, alors que ça leur donne pas directement d'argent, directement vu que, bah, elles ont déjà la data de leurs clients. Mais il y a des applications tierces, des sites web ou même, une autre manière de payer et cetera. Toute la directive européenne va un peu dans ce sens-là aussi de proposer d'autres manières de payer que de façon assez, classique avec un système bancaire qui a plein d'intermédiaires à droite à gauche et qui du coup, il y a plein de frais bancaires qui peuvent s'appliquer.
L'idée de ces directives, c'est vraiment de rendre la chose de plus en plus, ouverte et donc de pouvoir permettre, l'innovation et de pouvoir permettre de nouvelles applications qui sortent et du coup, on va aller de plus en plus, vers là. Évidemment, il y a des en fonction du monde, de la région du monde, c'est un peu différent parce que, en Chine, évidemment, ils font très attention justement à ce fameux credit score ou à une note que chaque citoyen, chinois a ou bien, aux États-Unis, on a ce fameux credit score qui, te permet d'estimer à combien, tu es solvable en fait, c'est-à-dire à quel point tu peux, ouvrir des crédits à la consommation ou quoi que ce soit. Puis, en France, on a quand même, cette notion de ne pas pouvoir forcément, emprunter à plus de 30 de ce que tu gagnes. Donc, c'est, comme ça des différentes règles un peu à droite à gauche et le but, c'est quand même de les digitaliser de plus en plus et de les rendre de plus en plus simples pour l'utilisateur et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il faut vraiment des outils qui permettent d'éviter d'utiliser, la calculatrice, le crayon, même ne serait-ce que des Excel. Tu as beaucoup de personnes qui font des Excel, qui regardent sur leur appli bancaire combien j'ai dépensé et qui notent chaque jour ce qu'ils dépensent et ça, c'est très long, c'est très fastidieux. Heu, Ça va pas du tout dans l'air du temps en plus parce que, on va de plus en plus vite avec l'IA, on va de plus en plus vite avec tout. Plus personne n'a forcément envie de s'intéresser à ce genre de choses et de perdre du temps pour ce genre de choses. Donc il y a besoin justement qu'il y ait des directives comme ça qui passent pour justement, amener de plus en plus d'innovations et de plus en plus de nouvelles applications qui vont te permettre de gérer correctement ton budget, quoi. Très bien, ouais, c'est vrai que je suis totalement d'accord sur ce point. Du coup, tremplin parfait sur, donc ton application. Est-ce que tu peux, voilà, nous la présenter, nous la pitcher et voilà, donner, envie aux gens qui nous écoutent d'utiliser ton application? Et avec plaisir. Écoute, mon application, elle s'appelle, So What. Je me suis associé avec quelqu'un qui est à Lyon. On a développé une application de gestion de finances personnelle. En fait, l'idée, c'est de pouvoir justement, connecter tous ses comptes bancaires, donc via justement cette fameuse DSP2, DSP3 qui nous permettent, à côté de pouvoir connecter tes comptes bancaires de façon totalement gratuite, de façon sécurisée avec n'importe quelle banque. Il y a plus de 600 établissements en France différents. Ça peut vite être galère si tu commences à avoir beaucoup de comptes. Alors c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, tu as pas forcément besoin de ce genre d'appli parce que tu te retrouves à être, si tu veux, avec un seul compte bancaire. Mais en fait, on va un peu au-delà aussi. On te propose, de la gestion de budget, de pouvoir pointer correctement et donc à la fin, de savoir combien tu as dépensé, combien tu as gagné et de suivre au mois le mois l'évolution de ton patrimoine de façon générale. Si tu commences à avoir une voiture, si tu commences à avoir peut-être un peu de bitcoin, un peu d'actions en bourse ou même peut-être un logement, à toi, l'idée c'est de pouvoir aussi avoir tout au même endroit et de suivre son évolution de son patrimoine au fur et à mesure des mois qui va évoluer, qui va augmenter parce que, tu vas commencer à payer de plus en plus ton crédit, ou bien, augmentation, de ton patrimoine via la bourse ou via les cryptos. Donc, voilà, c'est un peu de tout pour la gestion de l'épargne, quoi. Ah oui, c'est vraiment bien. C'est donc vraiment un tracker, on va dire généralisé, multi-domaine, financier, mais personnalisé à notre propre profil. Ouais, l'idée, c'est vraiment pas de commencer à rentrer toi-même tes transactions, tes mouvements bancaires, mais le but, c'est vraiment d'avoir absolument, tout de déjà connecté. Donc en fait, tu as juste à connecter tes comptes bancaires de façon sécurisée et après nous, on vient récupérer, toutes les transactions, tous les montants et cetera pour qu'en fait, tu aies quasi rien à faire. Et tout ça, c'est la DSP2 et la DSP3 et de façon européenne qui légifère sur cette partie-là et qui permet justement d'avoir tout de façon sécurisée et en règle avec les banques. Et vous avez eu du succès pour le moment? Et on a lancé, l'application il y a maintenant quelques semaines. On est à presque 1 000 utilisateurs. On a 900 inscriptions sur plus de 1 000 téléchargements et plus de 900 inscriptions sur l'app. Donc ça commence assez gentiment. Voilà, on n'a pas non plus, beaucoup de budget marketing, donc on a fait très, très peu et on a quasi tout fait, à la main et de façon organique. Donc ça prend du temps, ça prendra le temps qu'il faut. Mais en tout cas, on est quand même assez content du retour. On a déjà un peu de SAV, donc on commence à prendre un petit peu de recul aussi sur ce qu'on a, sur ce qui marche pas, sur ce qui va bien, heu et là où on peut s'améliorer. Donc c'est super intéressant parce que c'est vraiment la phase d'une boîte où tu as enfin sorti ton produit. Tu es content parce que tu as passé du temps à le développer et maintenant, tu veux voir comment les gens réagissent à ton produit, comment ils l'utilisent et est-ce que tu as bien fait de le développer comme ça?
Et sur le type de personnes qui l'utilisent, est-ce que vous êtes des un retour là-dessus sur le est-ce que c'est plus, je sais pas, un certain type de profil qui l'utilise spécifiquement? Bah, tu vois, c'est un peu le je pense que là, on est un peu sur le même aspect de base, c'est-à-dire que finalement, c'est plus tu grandis, plus tu vas t'intéresser à gérer ton argent. Donc c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins d'étudiants, quoique on en a, mais ça va souvent être des ménages, un homme ou juste une femme qui va gérer pour sa famille complète, quoi. Pour ses enfants et pour sa femme ou son homme et donc du coup, bah, ça va être très important parce que, bah, c'est un peu, ça va leur permettre de pouvoir gérer correctement leur budget, gérer le budget vacances et cetera. Parce qu'on a une notion de on a évidemment une notion d'épargne qui est assez importante. Parce que le but, c'est aussi de savoir, globalement comment tu gères ton épargne et qu'est-ce que tu vas en faire. Parce que c'est bien beau de dire que tu as 10 000 € sur un livret A, par exemple, déjà s'il y a 1 000 € qui partent pour les impôts, en fait, tu as pas réellement 10 000 € sur ton livret A, tu as plus 9 000 et puis, bah, si tu as une taxe d'habitation, une taxe d'ordures ménagères, plein de taxes différentes, fait que, bah, il faut quand même que tu sois capable de savoir exactement combien tu as pour pouvoir anticiper un petit peu. Donc, ça s'applique à des étudiants, ça s'applique à n'importe qui, mais on remarque quand même que, in fine, on a quand même bien plus de familles de style entre 35 et 50 ans qui utilisent la OK. Et du coup, à terme, dire le projet So What, heu, qu'est-ce que vous visez à terme? Quelles features vous souhaitez implémenter en plus? Est-ce que peut-être petite exclu? petite exclu, bah, en fait, ce qu'on rêverait de proposer, c'est en fait une application qui certes te permet de gérer ton budget, mais en fait, on pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font sur le budget. Il commence à y avoir justement des applis, des banques qui proposent de catégoriser de façon automatique, les différents mouvements bancaires et cetera. Donc, on ne veut pas forcément aller dans cette direction-là. Nous, on voudrait plus, t'aider à correctement gérer ton épargne et en fait, on remarque que quand tu justement gères bien ton argent et que tu mais même si tu épargnes pas beaucoup, c'est juste tu gères ton argent. La première étape, c'est de savoir combien tu dépenses, combien tu gagnes, ça on l'a déjà dit et en fait, une fois que tu as réalisé ça, généralement, tu vas commencer à pouvoir épargner un petit peu et en fait, plus tu es intéressé par ce genre de choses et plus tu t'intéresses justement à des applications, comme SoWatt, bah, en fait, tu remarques que tu as une certaine somme d'épargne et l'étape d'après, la question naturelle, c'est: «Qu'est-ce que je fais de cette épargne?» Et du coup, tu commences à avoir des gens qui veulent savoir, bah, comment on fait pour investir dans telle ou telle chose et j'ai cet argent-là et parfois, en fait, au fur et à mesure des années, quand tu commences à avoir 50, 60 ans, bah, tu peux commencer à avoir 100 000, 200 000 €. Alors pas forcément directement à toi sur ton compte courant, mais ça peut être placé à droite à gauche, ça peut être, une partie, dans location de parking ou dans hangar ou je sais pas. Et donc du coup, bah, cet argent-là, tu te demandes ce que tu peux en faire parce qu'il reste de l'argent que tu peux encore utiliser et nous, on aimerait vraiment pouvoir te permettre d'accéder à des pros, à des banques, à des fintech, à d'autres types de produits financiers que tu as pas forcément en tête parce que, bah, en fait, on te propose toujours la même chose, on te propose toujours un compte courant, on te propose toujours un livret A ou dès que tu as ça, bon, on va te proposer peut-être, je sais pas moi, un PEL et puis basta et en fait, bah, il y a tellement d'autres produits financiers qui existent mais si personne vient te les expliquer, il faut vraiment être très, très curieux et bah, on l'a vu, le problème, c'est que personne n'a envie de passer du temps sur ce genre de choses. Donc en fait, notre but, c'est vraiment de mettre en relation les 2 personnes, les deux acteurs principaux, c'est-à-dire, soit des banques, soit des néobanques, soit des banques un peu plus, tu vois, tu prends Trade Republic ou tu prends Conto qui sont des grosses banques et qui font beaucoup de bruit en ce moment, et ben, pour des particuliers ou même pour des pros, ça peut les intéresser. Et donc, vraiment le but, c'est qu'on les mette en relation et c'est ça notre but final, on va dire pour Sowat. Mmh. Et on précise bien que voilà, qu'il y a pas de conseil à l'investissement dans le sens, vous dites pas dans quoi il faudrait investir, son Non, c'est ça, épargne. exactement. Voilà, c'est purement de l'explication, de l'éducation, aussi une part de vulgarisation de comment investir. Ouais, on n'a pas prétention à savoir, correctement investir. On est des investisseurs tous les 2 avec mon associé de façon très personnelle. C'est-à-dire qu'on met un petit peu à droite à gauche, mais pour, différentes petites, choses. Moi, j'investis un tout petit peu en bourse, j'investis un tout petit peu dans les cryptos, mais c'est très personnel et ça ne suit pas forcément un plan qui pourrait être suivi. Mais on sait que
C'est un vrai métier de savoir, conseiller des gens à investir correctement et quand c'est surtout sur des grosses sommes et ça, nous, on veut pas le faire parce qu'on sait pas le faire et qu'en même temps, on n'est pas légitime et qu'il y a des gens qui le font bien mieux. Donc voilà, je pense que c'est un bon équilibre. Ouais. Est-ce que, selon toi, il y a des croyances ou un mythe sur la gestion du budget, la gestion financière que tu voudrais peut-être débunker, lors de cet épisode? Peut-être une croyance que tout le monde a et tu dis: «Mais en fait, c'est une fausse croyance, c'est quelque chose de totalement inventé». Non, j'avoue que j'en ai pas trop. Après, si tu en as une et que tu voudrais que je la débunk, avec plaisir. Mais là, j'avoue que j'ai pas d'idée bien précise, à part peut-être ce qu'on avait dit un peu au début, l'argent fait pas le bonheur. Mais bon, on en a déjà parlé un peu. Mais non, ouais, j'en ai pas forcément. Alors moi, j'avais une sorte de croyance, ouais, on va dire de fausse, croyance dans le sens où il y avait beaucoup de gens qui vivaient au-dessus de leurs moyens, mais j'ai l'impression que c'était, enfin, ils y arrivaient, facilement. Enfin, il y avait des gens vraiment, ils se revendiquent, vivre au-dessus de leurs moyens et ils y arrivent bien. Enfin, ils y arrivent bien. Ils ont en tout cas, ils paraissent pas avoir de problème avec ça, mais de se dire sur le long terme, comment ils font? Comment ils comment tu peux te permettre de vivre au-dessus de tes moyens, à certains parce que tu peux pas le faire ad vitam aeternam, mais il y a certains, ils arrivent à le faire et en fait, tu te rends compte, au fait, que c'est qu'une façade. Ils te disent, ils vivent au-dessus de leurs moyens, je les vois en voyage, je les vois au bar, mais ça veut dire qu'en fait, tout derrière, soit vraiment, il y a vraiment une source d'argent qui est inconnue. Donc ça peut être les parents, ça peut être, par rapport à un héritage ou quoi que ce soit et qu'ils ne mentionnent pas forcément. Ou des fois, ça veut dire aussi, en fait, qu'ils restreignent sur totalement autre chose. Parce que tu peux pas vivre au-dessus de tes moyens, pendant 1 an ou 2 ans, tranquillement, à moins de faire un prêt et donc tu le mentionnes pas aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours quelque chose de caché, quoi. Il y a quand vous voyez les gens, bah, typiquement, quand vous voyez, les influenceurs, les voleurs, aller à droite à gauche, à Bora Bora, Copacabana ou Acapulco, ils te disent: «Bah, j'ai investi dans ça, faites ça». Déjà de un, ne suivez pas leurs trucs, parce que, bah, ils sont Ouais. Souvent, c'est du partenariat, de la collaboration commerciale, mais ils le disent pas, quoi. eux, ils touchent sur la collaboration et après ils touchent sur les commissions qu'ils prennent, parce que vous venez de leur part. Donc en fait, ils sont doublement gagnants et alors peut-être qu'on le répétera jamais assez, mais investir de l'argent, c'est donner de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Donc c'est la même chose aussi pour, les paris, c'est donner l'argent qu'on sait qu'on peut perdre. Donc l l'argent, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut vraiment faire attention et du coup, la gestion est d'autant plus importante. Mais ouais, je voulais débunker un peu ça que la il y a pas d'argent facile. Déjà de 1, il y a pas d'argent facile et que Non, ça, c'est fou. ouais, ça serait bien, hein, Dommage, hein. C'est dommage, mais non, faut croire que ça existe pas, non. mais dès que vous voyez qu'il y a des choses qui sont trop belles pour être vraies, c'est qu'il y a un loup qui se cache, qui est pas forcément mentionné et soit vous posez la question de dire: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» mais si vous voyez que c'est trop beau pour être vrai, bah, passez votre chemin, quoi. Ouais. Ouais, c'est important de voir qu'il y a pas d'argent facile et illimité. Je pense qu'il y a de l'argent facile, parfois, peut-être, parce que, bah, il y a une nouvelle techno qui sort, parce qu'il y a des NFT qui sortent et qu'en fait, tu es le premier à en acheter. Mais, c'est de l'argent qui est tellement pas sûr, que c'est très compliqué d'accepter ce genre de choses et qu'il y a souvent plus d'arnaques que réellement un bon objectif et une bonne récompense à la fin. Parce que, bah, en fait, ça se compte sur les doigts d'une main. Le nombre d'opportunités qui étaient réellement des bonnes opportunités, il y en a très, très peu. Là où ça pouvait être une arnaque et ça l'est toujours pour quelqu'un, c'est vrai que moi, ce que je trouve le plus important aussi à comprendre quand tu veux te sortir un petit peu de tout ce qu'on peut voir en bourse, de tout ce qu'on peut voir un peu à droite à gauche, c'est que vraiment, gagner une richesse, c'est toujours, quelqu'un qui a perdu quelque chose à un moment donné, parce que c'est qu'un simple transfert de richesse, d'une personne à une autre ou d'une entité à une autre, et c'est vrai que, bah, quand on parle de milliards, ça veut dire qu'obligatoirement, s'il y a quelqu'un qui a gagné 1 milliard, il y en a obligatoirement plein d'autres qui en ont perdu. Pas forcément que c'est une mauvaise il a gagné, ce 1 milliard de mauvaise façon de la mauvaise façon. Ça peut simplement être parce qu'il a répondu à un besoin et que tout le monde, s'arrache, son produit parce qu'il est essentiel. Mais, parfois, il se trouve que, bah, c'est des problèmes sur des bitcoins, enfin
des cryptos, sur des NFT, sur d'autres sujets comme ça ou même de la bourse ou quoi que ce soit avec, des entreprises qui sont beaucoup trop cotées et qui du coup valent beaucoup trop cher et on s'en rend compte et tout se dégringole. Ça peut être vraiment de plein de manières différentes il y a des opportunités et je pense qu'il faut être capable, justement de parfois, faire des erreurs pour apprendre un petit peu et se dire que, et c'est comme ça qu'un bon investisseur et c'est comme ça que quelqu'un réellement peut t'aider. C'est qu'il a fait beaucoup d'erreurs et c'est pas forcément le mec le plus riche, c'est simplement le mec qui a fait beaucoup d'erreurs et qui sait maintenant comment faire et ça c'est important de savoir. C'est une vraie compétence et passer ça, il faut faire, toujours attention, surtout quand ça vient de personnes qui n'ont absolument aucune compétence dans ce domaine-là au début, quoi. Mmh. Bah, c'est vrai que oui, pour te rejoindre là-dessus, c'est vrai qu'on ne prend pas assez conscience de la volatilité de l'argent, surtout dans la part d'investissement qui est la notion de volatilité, elle est archi présente, plus que dans la vie quotidienne, et même dans la vie quotidienne, quand tu as un billet, elle est plus perceptible, la notion de volatilité, que quand tu payes avec une carte ou que tu payes avec un chèque. Cette notion de volatilité, elle s'amenuise un peu parce que, tu vois juste un nombre partir, tu vois pas véritablement de l'argent sortir de tes poches, mais c'est vrai que il y a des trades qui commencent à arriver ou à revenir où, les gens mettent de l'argent de côté dans des enveloppes en disant: «Bah, ça, ce sera pour le loyer, ça, ce sera pour la nourriture, ça, ce sera pour les loisirs» et pour un petit peu, voilà, se renouer avec, cette notion d'argent matériel et de se dire: Ouais, «Bah, simplicité. voilà et que je vois combien je dépense. Je vois ce qui me reste à la fin du mois, je vois, si je suis dans mon budget parce que j'ai créé des enveloppes, de repasser à un cadre plus enfantin, plus simple aussi, mais qui leur permet aussi, voilà, tout aussi bien de se rendre compte de la situation. Une dernière question de cette partie, alors quelle est la meilleure habitude financière, que tu as adoptée depuis ces dernières années? Je pense que la règle justement des 10 jours, je pense que ça a été la plus bénéfique. C'est vraiment de se dire, «Bon, si j'ai pas besoin de cette dépense-là, dans 10 jours, je vais pas la faire». Je pense que ça reste assez simple, assez bête, mais ça fonctionne super bien sur moi. Ça coupe en fait ce côté, très émotionnel que n'importe quelle pub essaie de te faire avoir, quand on te propose un produit. Parce que l'achat, ça se fait à 90 juste via de l'émotion. Quand on parle évidemment pas de choses essentielles. Tu es pas hyper hype quand tu vas acheter des pâtes. Mais c'est juste que, quand tu vas acheter un produit ou bien, certain parfum ou c'est une certaine voiture ou quoi que ce soit, c'est beaucoup de l'émotion, même surtout sur des objets que tu peux voir, sur TikTok ou quoi que ce soit. Il y a même des trends complètes qui disent: «C'est TikTok qui m'a fait acheter ça». Et en fait, ils ont remarqué que, c'était peut-être pas si essentiel que ça et ils en rigolent eux-mêmes. C'est bien de pouvoir en rigoler, d'avoir un peu d'autodérision. Mais, ce côté, voilà, de dire: «Fais attention, est-ce que tu en as réellement besoin? Reprends un peu de recul, achète rien de façon impulsive» et puis je trouve que ça marche bien. Ouais, j'aurais peut-être dû réfléchir, 2 fois avant de m'acheter ma nouvelle Lambo là. Ça Mon pauvre, désolé. là, j'ai réfléchi que 9 jours. C'est le 10e, je pense, j'ai craqué au 10e. C'est Ah maintenant tu pourras éviter d'en acheter une Ouais, deuxième. voilà, je vais essayer. Peut-être je vais pas me reporter sur une Ferrari, peut-être, pour compenser. Pas facile. Alors, on va partir sur la dernière partie, donc sur la part des projets personnels. Donc, tu nous as un petit peu pitché, donc l'application, So What. Tu nous as donné, voilà, les avantages, ce que c'est concrètement. En quoi elle permet d'avoir une meilleure vision, cette application, sur, est-ce que ça fait directement les catégories, voilà, te dire, voilà, tu dépenses X euros, X dans, cette catégorie-là, est-ce que ça permet d'avoir une meilleure vision, on va dire, plus, au niveau mensuel, au niveau hebdomadaire, tu peux choisir ou est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, d'autres tableaux de bord, d'autres visualisations qui te permettent de mieux comprendre où va ton argent? Nous, ce qu'on voulait, en fait, de base, c'est que ce soit ultra simple à utiliser. Parce que le gros problème, de nos concurrents, c'est que souvent, je parle plutôt par exemple, s'il fallait citer des noms, même si les applications sont vraiment bien, hein, mais que ce soit Bankin ou Finari, en fait, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissaient ces applications et qui sont venus sur SoWatt et qui trouvaient les applications trop compliquées. Ils avaient besoin de simplicité et encore une fois,
on a vraiment travaillé pour, justement avoir cette simplicité et l'idée, bah, c'est que tu puisses, par exemple, avoir, un camembert qui te dit exactement, comment est réparti ton patrimoine avec tes comptes courants, avec tes comptes épargne, avec, bah, tout le reste de ton patrimoine, ta maison, tes cryptos, ta voiture et cetera. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, ça parle peut-être plus, à des gens, des adultes qui sont entre 35 et 50 ans, commencent à accumuler un petit peu à droite à gauche. Parce que justement, le but, c'est de se rendre compte à quel point tu as, ou tu n'as pas. Et donc, voilà, c'est sur ça. Et pour la partie budget, bah, on te dit, explicitement, effectivement, combien tu gagnes, combien tu dépenses et tu peux les mettre facilement dans des enveloppes de budget pour, te rendre compte, à la fin du mois et chaque mois, bah, on clôture en fait un petit peu chaque mois tes dépenses. Donc, en fait, tu peux revenir, très facilement sous un système de cartes très simple et assez joli, bah, de savoir combien tu avais dépensé, au mois de janvier et de faire des comparaisons comme ça au fur et à mesure du mois. Donc, en fait, il y a plusieurs manières de faire. C'est soit tu utilises l'application de façon totalement passive, c'est-à-dire tu connectes tes comptes et après tu fais plus rien. Bah, ça va pouvoir te dire combien tu dépenses, combien tu gagnes, un peu la répartition, de tes comptes courants et cetera. Mais si tu as vraiment envie un peu vénère de commencer à rentrer, toi-même, les différentes enveloppes et tout, tu peux aussi. OK. Et pour le moment, l'application, elle est ouverte qu'aux particuliers? Est-ce que vous destinez à vous ouvrir aux professionnels aussi? Ouais, on pourrait, alors pour le moment, tu peux ajouter des comptes bancaires de pro, ça pose pas de problème. Après, c'est vrai que l'application, je pense qu'elle est bien plus brandée, bien plus, designée pour une version, particulière, quoi. Parce que voilà, je me disais, le petit entrepreneur qui a peut-être un ou 2 employés et se dit: «Bah, je vais pas me casser la tête à prendre une autre application, si j'en ai une déjà Ouais, ouais, plus bien. simple». Ouais. OK, Non, tu pourrais, hein, clairement, c'est possible. OK. Et est-ce qu'il y a peut-être, alors ça je sais pas, malheureusement j'ai pas encore téléchargé l'application. Est-ce qu'il y a peut-être un guide, de savoir voilà, tu dis, voilà par exemple, tu dépenses, trop, là-dedans ou peut-être un guide de se dire: «Comment je peux un peu mieux économiser et mieux épargner?» Est-ce que vous comptez faire une sorte de petit guide là-dessus? Bah, ouais, on aimerait bien être vraiment capable d'expliquer de façon claire où vont tes dépenses. Parce que je pense que bon, encore une fois, combien tu gagnes, tout le monde le sait. Combien tu dépenses, c'est vraiment plus compliqué et aussi, pourquoi tu épargnes, quoi? Et c'est vraiment une des questions qui paraît un peu bête parce que effectivement, quand tu vois, que tu as 10 000 € sur ton livret A, tout va bien. Mais en fait, faut quand même penser aux vacances qui vont arriver, faut penser à tout ça et plus tu anticipes, plus tu seras capable justement d'apprécier, telle ou telle chose et de faire des économies et ça, bah, nous, on veut vraiment aller dans ce sens. Je vois plus côté, être prévoyant. Être prévoyant, ouais, c'est ça. C'est vraiment un mot important et en fait, tu es prévoyant que si justement tu as trouvé ton système, ton cadre dans lequel tu veux évoluer et comment tu peux gérer ton argent et le gros problème, on pense, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui manquent d'un outil simple et clair à utiliser. Il y a beaucoup de personnes qui épargnent pas et qui ne gèrent pas leur budget juste parce qu'ils ont pas le bon outil, quoi. C'est peut-être une manière de voir les choses aussi parce que, moi j'aime bien faire la comparaison un peu forcée, j'avoue, avec, Google Maps ou Waze. Avant peut-être qu'on n'avait pas tant envie de savoir, si un resto enfin surtout sur Google Maps, mais si un resto était bon ou pas ou si, avant d'y aller ou quoi que ce soit. Mais maintenant qu'on sait qu'on a l'outil qui est hyper simple et qui permet en 3 clics de savoir exactement, bah, en fait tout de suite ça devient une sorte de besoin, de quelque chose de très utile à faire avant et on pense que la gestion de budget, elle est très utile. Pourtant plein de personnes ne le font pas, mais notamment parce qu'il manque de l'outil principal. Et on rappelle que l'application elle est gratuite du coup? Heu Ouais, totalement gratuite, ouais. Connecter autant de comptes que tu veux. OK. Et j'avais vu que donc vous étiez, et que les financements pouvaient venir en partie, au prochainement dans le futur de la pub ou pas de la pub, on va dire, générale, comme on a sur les autres applications, mais plus de la pub, un peu mieux adaptée à la cible, un peu plus ciblée dans le sens où, je dis n'importe quoi, mais, un un un, un actif, un acquéreur pas jeune, mais qui a peut-être la cinquantaine, il y aura plus des pubs, ou des recommandations, voilà, sur la prévoyance retraite, sur voilà, comment l'aider à mieux épargner dans son profil là. Mmh.
Ouais, c'est ça, c'est faire de la pub pour faire de la pub, je pense que ça intéresse plus personne et c'est même pas très pratique. C'est-à-dire que, d'un point de vue totalement business, c'est pas pratique parce qu'en fait, si personne ne clique sur la pub, tu gagnes pas d'argent et donc tu viens détruire un peu l'expérience utilisateur pour les gens, qui utilisent l'appli et en plus, toi, tu gagnes pas d'argent. Donc ça vaut vraiment pas le coup. L'idée, c'est de proposer, des pubs qui sont personnalisées et qui sont ciblées et faut pas se leurrer, les pubs fonctionnent comme ça, hein. C'est-à-dire que quand c'est justement, sur TikTok ou sur Insta, des pubs qui sont assez ciblées sur ce que tu aimes et cetera, tu es prêt à les voir, tu es même prêt à acheter parfois et cetera, justement sur le coup de l'émotion parce qu'on a réussi à correctement les cibler. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste que, bah, c'est bien mieux de voir des pubs qui ont l'air pertinentes et qui peuvent potentiellement réellement te plaire, plutôt que des choses qui sont totalement à côté de la plaque et surtout dans la gestion de finances personnelles. L'idée, c'est aussi de pouvoir te proposer en fonction de, bah, tes moyens, tes besoins et de ce que tu peux réellement faire. Parce que si on commence à te proposer, des 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 comptes à haut rendement, à partir de, 50 000 € d'apport, bah, si tu peux même pas, correctement, épargner, chaque mois, ça sert à rien de te le proposer. Donc il faut quand même être, assez cohérent et à la fois vouloir, bah, évidemment que l'application reste gratuite, donc il faut une manière de se rémunérer et en même temps, bah, quand même de pouvoir proposer des pubs, intéressantes. Mmh. Peut-être pour ceux qui auraient peur parmi les gens qui nous écoutent, en termes de data, voilà, tout est bien, rien qui sort, enfin, il y a aucune fuite de données, enfin, il y a pas de vous récupérez pas nos données, vous les revendez pas vu que, voilà, c'est des données sensibles, il y a rien de tout ça. Ouais. Non, il y a rien de tout ça. C'est justement la DSP2 et la DSP3, qui permettent de faire ça, de façon sécurisée. À vrai dire, en fait, moi, j'ai pas mal de potes quand ils se sont inscrits sur l'appli, ils m'ont dit, «Bon, maintenant, tu fais pas de virement vers ton compte bancaire, tu rigoles pas», parce qu'ils se sont inscrits sur l'app. Sauf que, honnêtement, je sais même pas le faire et je pourrais même pas le faire. Donc si même si j'avais envie d'être mal intentionné, je pourrais même pas le faire. Parce que c'est juste pas possible. Il y a pas de possibilité de faire des virements et cetera d'un compte à l'autre. Il y a toutes les règles évidemment qu'on garde de pouvoir, que ce soit des paiements ou quoi que ce soit, il y a toujours à un moment donné la une façon de s'authentifier et la partie de s'authentifier ne se fait jamais sur SOWAT directement, elle se fait vers un prestataire et vers les banques directement qui sont eux sécurisés et agréés par l'État et cetera. Donc toutes des applis comme ça qui utilisent plus ou moins le même procédé. C'est pas forcément lié à ce Watt, hein, c'est juste, que encore une fois, la réglementation européenne, elle permet de faire ça, mais elle le permet de faire d'une certaine manière. Donc c'est toujours un petit peu plus compliqué pour une expérience utilisateur parce que le gros problème qu'on voit, c'est qu'il y a des gens, bah, ils sont contents de pouvoir, connecter tous leurs comptes, sauf qu'au moment où on leur demande d'aller chercher leur mot de passe et leur nom de client, ils s'en souviennent pas et donc du coup, bah, évidemment, il y a des gens, ça leur plaît pas, mais à un moment donné, il faut bien une manière de s'authentifier. Sinon, ce serait bizarre de pouvoir se connecter à un compte sans s'être, authentifié. Donc voilà. Très bien. Alors, on va passer à la dernière question, donc c'est la question que je pose à tous mes invités et alors elle est un peu, philosophique dans le sens où, tout le monde bug sur la question, je sais jamais pourquoi. Alors que, cette question-là, tout le monde l'a, hein, enfin tout le monde la voit, mais bizarrement ils bug tous. Donc la question, elle est la suivante: que dirais-tu au toi d'il y a 10 ans? Donc, tu as 27 ans, donc, qu'est-ce que tu dirais au toi qui a 17 ans, donc qui est en première? Bah, déjà peut-être, arrête de jouer aux jeux vidéo, ce serait pas mal. Parce que non, j'ai beaucoup joué jusqu'au bac et j'ai arrêté au bac pour justement me concentrer dessus. J'ai très bien fait. Hem, mais non, globalement, enfin, je sais pas, ce genre de questions pour moi, ça fait très penser à qu'est-ce que tu regrettes et qu'est-ce que tu dirais à ton moi d'avant. Honnêtement, je regrette pas grand-chose. Je trouve que j'ai pris une direction qui me plaît bien. Je suis très content d'être parti justement plus dans l'entrepreneuriat. Heu, c'est juste qu'à 17 ans, j'ai aucune, raison et je ne savais même pas que j'allais aimer l'informatique. Donc ça a été vraiment très, très tard. C'est uniquement quand j'ai accepté, après la fin de ma classe prépa, de me dire, «Vas-y, je vais m lance-toi dans l'informatique». Donc je savais même pas que j'appréciais ça. Donc franchement, non, à 17 ans, je faisais, à part jouer et à part, aller au lycée, je faisais pas grand-chose, hein. Donc juste continue d'être toi-même, hein. OK, bah, c'est déjà un bon conseil, hein. C'est déjà un bon conseil. Super, ben, on est arrivé à la fin de la première partie, donc sur mes questions. On va passer à la deuxième partie sur le vrai faux.
Donc je vais te donner des questions sur la gestion du budget. Tu vas me dire si tu es plutôt d'accord, pas d'accord, ou si c'est plutôt vrai, plutôt faux. OK. Il suffit de faire attention aux grosses dépenses pour bien gérer son budget étudiant. Faux. Les étudiants n'ont pas besoin de faire de budget, ils n'ont pas assez d'argent pour que ça vaille la peine. Faux. Les applications de gestion de budget sont inutiles pour les petits budgets étudiants. Faux. Les aides étudiantes sont suffisantes pour couvrir toutes les dépenses mensuelles. Faux. Il est possible d'économiser quand on est étudiant. Ouais. Il n'y a pas de différence de coût de la vie entre les villes étudiantes. Faux. Les loisirs et sorties sont compatibles avec un budget étudiant équilibré. Totalement vrai. Les parents doivent forcément aider financièrement tous les étudiants. Faux. Les transports en commun sont toujours la solution la moins chère pour les étudiants. Faux. La marche. Les dépenses imprévues ne concernent pas les étudiants. Faux. Les étudiants peuvent avoir de l'épargne de précaution. Vrai. Même si compliqué. Les abonnements, téléphone, internet sont des dépenses fixes incompressibles. Faux. Louer un logement seul revient moins cher que la colocation. Non, faux. Faux. Il est utile de comparer les assurances quand on est étudiant. Faux. Les achats d'occasion ne concernent que les vêtements. Faux. Les étudiants ont besoin de mutuelles complémentaires. Faux. Les dépenses de loisirs doivent être supprimées pour tenir son budget. Faux. Les réductions étudiantes sont négligeables et ne valent pas la peine d'être recherchées. Parfois vrai. Les étudiants peuvent investir ou placer leur argent. Vrai. Et dernière, il est inutile de planifier ses dépenses quand on a un revenu irrégulier. Faux. Très bien, très bien. Et bien, c'était ce vrai faux. Merci d'avoir un petit peu partagé ton ressenti là-dessus. Et on va passer à la dernière partie de l'interview sur la réaction à l'actu. Alors, je t'ai envoyé un article qui montrait qu'à Tours, donc dans l'île de Tours, il y avait une simulation de gestion de budget qui avait été faite sous la format d'une journée. Donc, c'était dans le cadre d'une sensibilisation, donc la semaine d'éducation financière. Et voilà, c'était sous forme de jeu et ça montrait aux étudiants voilà, comment il fallait mieux gérer leur argent. Et l'objectif, c'était d'apprendre à mieux épargner et éviter les dépenses impulsives. Je voulais déjà savoir ce que tu pensais voilà, de cette action-là et est-ce que voilà, elle te semble utile, on en a déjà un petit peu parlé, mais dans le sens voilà, plus commun, concernant le sens vraiment à l'échelle nationale et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être implémenter en plus de plus, utile, plus bénéfique, pour les étudiants? Bah, c'est des bonnes idées et la semaine de l'éducation financière, c'est vrai que, avec So What, on a essayé aussi de proposer, quelques trucs. Mais, le gros problème de ce genre d'initiative, c'est que souvent c'est un peu ringard, c'est un peu chiant et ça va pas toucher forcément les étudiants. Ça va toucher, parfois plus des parents qui ensuite, vont, parler à leurs enfants de ça. Mais du coup, ça marche toujours un peu moins bien. Parce que dès que c'est les parents qui parlent de ça, généralement ça écoute un peu moins. Alors que, bah, quand c'est, soit des jeunes adultes jeunes, soit quand c'est, des applis ou quoi que ce soit qui sont un peu plus dans l'air du temps et qui ont des bonnes expériences utilisateurs, ça peut tout de suite un peu mieux marcher. Moi, j'ai en tête, mon petit placement, qui est une boîte qui a notamment, développé une application d'éducation financière, un peu au style de Duolingo, très sympa franchement la direction artistique, très jolie et tout. Il l'a développé avec un autre studio, français, un studio d'app et l'application est vraiment très sympa, elle rend vraiment bien et je pense que c'est le genre d'initiative où tu télécharges une app et tu commences à apprendre en fait sans le savoir et c'est toute la force de Duolingo pour les langues, hein. C'est justement d'être capable de ne même pas remarquer qu'en fait tu es réellement en train de bosser, mais d'apprendre une langue, mais plus d'avoir un peu ce côté, gamifié de jeux vidéo et cetera et ça va clairement dans le bon sens donc non, c'est déjà super cool, hein. Mais voilà, c'est vrai que ne serait-ce que le titre, «Mes questions d'argent», un jeu créé par la Banque de France, tu as que des mots qui donnent pas envie, quoi.
C'est-à-dire que, bah, la Banque de France, c'est malheureusement, ça a pas forcément très bonne réputation auprès des jeunes parce que généralement, on comprend pas trop ce que ça fait. Mais déjà, bon, ça fait beaucoup de recouvrement, donc c'est pas forcément très sexy. Par contre, voilà, si tu parles de Mon Petit Placement ou d'autres boîtes, tout de suite, ça peut déjà donner un peu plus envie, je pense, pour des étudiants. Faut s'y intéresser, faut prendre le temps de le faire et il y a plein de bonnes initiatives qui peuvent arriver. Je pense que ça viendra justement de start-up, comme Mon Petit Placement ou comme SoWatt si on arrive à faire d'autres choses, plus tard qui peuvent toucher. Mais, l'idée même de la semaine d'éducation financière, je pense que c'est une bonne porte d'entrée justement pour sensibiliser un peu plus, en termes pour l'éducation nationale. S'ils pouvaient faire un petit peu plus de choses justement pendant cette semaine, ce serait bien quoi. Ça peut déjà être une super porte d'entrée et un bon début. Mmh. Ouais, c'est vrai et moi, j'irais même un peu plus loin dans le sens où faudrait comprendre la psychologie derrière la dépense. Alors, qu'est-ce qui se passe, psychologiquement dans notre cerveau de se dire: «J'ai envie d'acheter ça». Qu'est-ce qui se passe quand je dois dépenser de l'argent et pour quels besoins? Vraiment ouais, tout ce qui est, véritablement la psychologie de la gestion de budget. Parce que, on s'en rend pas forcément compte, on est totalement, assujetti à nos émotions, tu le disais très bien et c'est vrai que voilà, ils ont un peu parlé des dépenses impulsives, mais je pense qu'il y a aussi tout un autre côté, de se dire, bah, il y a aussi des dépenses responsables. On parle des dépenses impulsives, beaucoup, et c'est important, mais on parle pas assez des dépenses responsables, que ce soit, je dis n'importe quoi, mais planifier sa retraite, faire un prêt, comment gérer un prêt, hem, venir avec un business model si on est entrepreneur. Voilà, tout ce qui est dépenses responsables, on nous apprend pas à construire aussi un budget. C'est C'est ultra important. c'est la construction du budget en elle-même, parce que on se dit: «Le budget, c'est l'argent qui rentre». Bah, oui, en soi, mais après voilà, on le construit comme tu t'as dit avec l'épargne, avec ce qui va dans les loisirs, ce qui va dans la nourriture. On le construit petit à petit, mais on va dire de manière très basique. Mais Mmh. après voilà, si on veut faire quelque chose de plus poussé, plus adapté à notre situation, d'apprendre à construire un budget, de se dire: «Ouais, voilà, je dis n'importe quoi, je vais en vacances, en Espagne, pour X semaines. Combien j'aurais besoin d'argent?» Bah, les gens se disent: «Bon, bah, j'ai mis de l'argent de côté, et je verrai». Bah, peut-être se renseigner sur le prix du logement, combien ça te coûte pour X semaines, quel est le tarif moyen d'un repas. Comme ça, je construis mon budget repas, mon budget logement, mon budget loisirs pendant les vacances et vraiment, cette étape-là, après voilà, je pense que les gens, ils ont pas toujours la foi de le faire, mais je pense que Ouais, c'est ça le problème. c'est important, voilà, toujours, on revient toujours au même cœur, la prévoyance. Et on n'en parle pas aussi, voilà, de ces dépenses responsables qu'on est, plus ou moins, en devoir de faire, enfin en devoir. Je me fais comprendre, mais par exemple, les impôts, c'est un truc, qu'on doit prévoir dans notre budget. Alors, tu peux pas cramer tout ton salaire en disant: «Ah tranquille, tranquille, il y a pas les infos». Et après, il y a un truc qui va s'appeler le fisc, qui va sonner à ta porte, qui va dire: «Bon, bah, je prends votre table, votre télé et ta femme, et du coup, bah, je te laisse un coussin et ton chat». Donc ça risque d'être compliqué. Mais il y a pas, ouais, toutes ces t tout ça aussi, on en parlait, aussi avec Maxime, au cours d'un autre épisode. Il n'y a pas voilà, moi, devant ma première feuille d'impôt, j'ai stressé. Comment tu lis une fiche de paie? C'est compliqué. Heu, qu'est-ce que ça veut dire brut, net? Je sais pas trop. Négocier un salaire, enfin tout ce qui en rapport avec construire son budget, qui est plus ou moins connexe. Il y a pas d'éducation, c'est l'impression que tu l'apprends, sur le tas. Alors que vraiment, c'est des problématiques actuelles, quoi. Tu es confronté, tu vas pas dire à ton boss: «Laissez-moi 2 jours et je vous dis combien j'ai envie de» en salaire, il va dire: «Mais il veut une patate lui, en fait». Il veut une patate, en fait, il veut que je le démarre, c'est ça. Mais ouais, il y a plein de sujets, de ce sujet-là sur, voilà, comment agir sur son argent. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, non, totalement. Franchement, rien à ajouter. Tu raison et c'est vrai que, bah, c'est les le on peut se demander à qui est réellement le rôle de faire ça. Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est personnel? C'est clair qu'il y a plusieurs réponses. Je pense qu'il y a personne qui a réellement raison, mais
C'est vrai que c'est des sujets qu'il faut aborder à un moment donné et que tu es obligé d'apprendre un peu sur le tard. Ouais. Ouais, c'est vrai que donner un rôle à quelqu'un, ça va être compliqué, mais je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui doit avoir le rôle de starter, genre de déclencheur, de se dire: «Faut que tu penses à ça» et faut pour montrer, pour dire: «Ah, bah, il y a hello, il y a ce truc-là que vous devez prendre en compte dans votre tête». Parce que, bah, tu pas toujours au fait de toutes les actualités et même tu as des fois toujours d'autres problèmes, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui doit avoir ce rôle de déclencheur. Ouais. Mmh. Okidoki. Alors, c'est la fin de cette interview, Hugo. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et voilà, de nous avoir un petit peu démystifié le monde de la gestion de budget, des finances, de nous avoir voilà, parlé de ton application, de nous avoir voilà, donné quelques pratiques, quelques outils sur comment mieux gérer son budget, surtout quand on est étudiant, et que voilà, il y a d'autres mécanismes à prendre en compte, surtout quand il s'agit d'argent et de budget. Non, bah, merci beaucoup pour l'invite. J'espère que c'était intéressant, que ça a permis de répondre à des questions et puis, c'était très sympa et puis à très vite. Bah, je remercie à tous les gens qui écoutent. N'oubliez pas de commenter, partager, vous abonner à votre plateforme de streaming préférée, et aussi de partager l'épisode, c'est important. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. C'était Hugo et Rocha pour After School. À plus! Salut!